Rebonjour à tous, merci et puis à tous ceux qui sont venus et ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. Bon, j'espère que le premier débat vous a plu. Donc vous voyez quand même ça bouge effectivement pas mal, il y a quand même des choses qui avancent. Moi voilà ce que je disais très surpris, c'est les professionnels qui finalement portent les solutions pour lutter contre la fraude et non pas parfois le réglementaire. Je pense qu'on verra probablement la même chose effectivement dans le deuxième sujet, effectivement avec ce qu'on appelle les 3 O. Donc on a bien évidemment les orthoptistes, les opticiens et puis les ophtalmos. Donc je vais appeler sur la table si vous voulez bien donc Madame Mélanie Ordinez, donc qui est présidente du SNO. Donc Madame Chloé Humbert, qui est présidente de la Fédération des élèves orthoptistes, c'est ça? Des étudiants, oui, élèves. Oui, c'est moi, je suis vieux, je suis désolé. Voilà, non, des étudiantes. Donc Jean-François Porte, qui est président du ROF, le Rassemblement donc, des opticiens de France. Monsieur Hugues Vervier-Davio, donc président de la Fédération nationale des opticiens de France. Thierry Bourg, que vous connaissez tous, donc, qui est l'ancien président du SNOF et qui est notre spécialiste des chiffres et qui est toujours au bureau et que je remercie d'être toujours à m'épauler, parce que c'est compliqué sans lui, et je suis ravi qu'il soit là avec tout le reste de l'équipe. Et Ludovic Le, donc, qui est vice-président de l'Anjou et qui est également au SNOF. Voilà, donc l'idée c'est d'échanger, que chacun puisse effectivement proposer. Alors, je suis en train de voir, parce que je suppose que ma fille... Alors, non... C'est pas moi qui ai déjà... Je touche à rien. C'est pas moi qui passe les diapos. Moi, je reste sur l'écran. Et les diapos, s'il y a 2-3 diapos... Et Thierry, il n'y a pas les diapos non plus? Après quoi? Ah bon, donc je touche à rien. Bon, et je dois faire quoi maintenant, si je touche à rien? Maintenant, je dois faire quoi? C'est ça, je vais m'asseoir. Est-ce que je voulais que Thierry introduise effectivement avec les chiffres? Voilà. Non, c'est quand même construit. Merci. Donc je peux. Vous voyez qu'en fait, c'est très démocratique. Voilà. Là, il est là. C'est là. Après. Encore. Voilà. Alors, en fait, je donnais l'introduction de Thierry, parce que on est quand même, effectivement, à un moment de s'appuyer sur des faits réels et non pas, effectivement, des sensations. Je discutais avec une dame tout à l'heure sur l'amélioration de l'accès aux soins. On peut avoir d'autres versions, mais à un moment ou à un autre, effectivement, comment évolue la profession, où on en est aujourd'hui, où on sera peut-être demain. Et en tout cas, il y a des choses qui sont réelles. Et moi, je suis rentré en ophtalmologie en prédisant, effectivement, qu'aujourd'hui, on serait à peu près à 3000 ophtalmos, et aujourd'hui, on est à peu près toujours à 6000 ophtalmos. Donc, on voit bien que les choses ont bougé, et que ce soit dans notre profession ou dans les autres. Et effectivement, l'idée, c'est d'avancer un peu, au moins sur des chiffres connus de tous. Et je vous laisse la parole à Thierry. Oui, bonjour à tous. Pour commencer, je voulais un peu voir plus large que l'ophtalmologie et plus large que la France. Là, vous avez un tableau de l'OCDE, en fait, qui montre l'évolution de la démographie médicale globale par 1000 habitants pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Et il y a 30 ans, la France fait partie des pays, du premier tiers des pays avec la densité la plus importante. Et puis là, vous voyez que maintenant, on est tout à la fin à droite, le dernier avec le Luxembourg. Et donc les trois strates, c'est en fait l'évolution entre 2002, 2012 et 2022, donc tous les 10 ans. Et la France est le seul pays qui a quasiment pas bougé sa démographie depuis. Et on était au niveau de l'Allemagne il y a 20 ans. L'Allemagne est maintenant à 4,4 médecins par 1000 habitants, alors que nous, on est resté à 3,2. On était même à 3,3, je crois, à l'époque. Donc, il y a vraiment une vraie anomalie de l'évolution de la démographie médicale en France. Et c'est, comme vous le savez, c'est lié au fait que le numerus clausus a été très bas entre 1985, disons, et 2005. En tout cas, bon, là, on voit bien que c'est pour ça que actuellement, on pousse, les pouvoirs publics, d'une façon réitérée depuis une dizaine d'années, pousse à ce qu'il y ait de plus en plus de médecins en formation et le nombre va augmenter. La suivante. Oui, alors en ophtalmologie, on a aussi, et c'est vrai pour la plupart des spécialités, eu affaire à un tsunami de départ en retraite. Alors on n'a pas effondré la démographie puisqu'elle a baissé que de 8% en libéral et seulement de 2-3% globalement. Contrairement aux 30 ou 40% qui étaient annoncés, mais il y a quand même eu 54% de départ en retraite entre 2012 et 2024. Normalement, vous savez que tous les 10 ans, c'est à peu près 25% de départ en retraite. Donc il y a eu une situation qu'on n'avait jamais connue et qui ne reviendra sans doute jamais. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a vécu depuis une dizaine d'années. Et à peu près 30% des ophtalmos libéraux qui sont partis n'ont pas été remplacés
dans leur cabinet et d'une façon globale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a évité quand même l'effondrement dont a parlé Vincent? C'est que d'une part, il y a eu le succès continu du cumul emploi-retraite, hein, depuis qu'on a déplafonné en 2010, c'est-à-dire qu'on peut cumuler en totalité sa retraite libérale avec une activité libérale que l'on continue après. Tous les ans, ça augmente, et ça a encore augmenté de 70 cette année. Il y a, malgré tout, on forme, comme je vous l'ai dit, de plus en plus de médecins. En ophtalmologie, ça a été moins que dans d'autres spécialités. On a quand même doublé, on est passé de 80 à peu près à entre 150 et 160. Un élément important également, ça a été la validation, qui n'a jamais été tellement mise en avant jusqu'à présent, mais un peu plus ces dernières années quand même, des médecins étrangers, et en particulier des ophtalmologistes, hein, que ce soit par l'intermédiaire des PADU, de ceux qui ont un diplôme hors Union européenne, dont la procédure de validation a été raccourcie et simplifiée, et puis surtout les médecins qui viennent des pays de l'Union européenne, notamment des pays de l'Est. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de Roumains, de Grecs, etc., qui sont venus depuis une dizaine d'années. À certaines années, ça représentait 40% des nouvelles inscriptions au Conseil de l'Ordre. Avant, il y a 15 ans, c'était à peu près 10%. Et puis vous savez tous qu'il y a aussi la profession s'est profondément transformée, beaucoup plus que les autres spécialités. Et on est actuellement à 85% de travail aidé. En 2012, on était à peine à 20%. Et puis, on dit beaucoup que l'exercice libéral n'est pas attractif. Les chiffres récents montrent quand même que 10 ans après le diplôme, 82% des ophtalmologistes diplômés sont en médecine libérale. Avant, c'était 83-84%. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé. L'installation dure à peu près sur une dizaine d'années. C'est entre 30 et 40 ans. La suivante. Alors, donc, depuis 2024 et encore plus en 2025, on a vraiment un changement de paradigme, puisque c'est la fin de la baisse de la démographie. Et on a eu 76 ophtalmos en plus en 2024 et 156 en 2025. Mais avant d'avoir cette augmentation, le corps médical ophtalmologique s'est quand même transformé. Et ça s'était déjà traduit par une baisse assez importante de la moyenne d'âge des ophtalmos, qui sont passés de 56 ans à 52 ans entre 2017 et 2025, et ça va continuer. On va passer probablement en dessous de 50 ans en 2030. Là, à gauche, vous voyez aussi que la part des ophtalmologistes qui avaient 60 ans et plus est extrêmement importante. Hein, et c'est vrai qu'on est une population vieille, on peut même le dire. 48% des ophtalmos avaient plus de 60 ans en 2019. Donc c'était énorme. Actuellement, c'est revenu il y a quelques années à 35%, et on sera probablement vers 2030 autour de 25%, ce qui sera un taux normal. Mais ça a permis d'éviter effectivement l'effondrement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le fait que les ophtalmos âgés continuent à travailler, ça a évité l'effondrement de l'offre de soins et de la démographie. Alors les jeunes, ils augmentent, ils étaient que 10% des effectifs globaux en 2017, actuellement ce sont 28% et ils devraient se stabiliser autour de 30% prochainement. Alors c'est sûr que l'exercice en salariat, notamment dans les centres de santé, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans la première table ronde a augmenté, et malgré tout le nombre de ophtalmologistes libéraux repart à la hausse. En 2025, on en a 102 de plus que l'année précédente. La suivante. Alors globalement, on a réajusté les prévisions, vous êtes les premiers à les voir. On les a fait au mois d'août, puisqu'on a à peu près tous les chiffres disponibles actuellement. Et on voyait qu'on a effectivement évité l'effondrement global de la démographie. Donc ça, c'est libéraux plus salariés. Et on devrait être à peu près à entre 13 et 15% d'ophtalmos en plus en 2035. Et en 2040, autour de 25% en plus. Après, il peut y avoir des petites fluctuations. La suivante. Alors, globalement, c'est la situation de l'ensemble des spécialités médicales et même des médecins généralistes qui vont évoluer un peu comme les ophtalmos, sauf que la plupart des spécialités vont augmenter encore beaucoup plus vite que les ophtalmos.
Et on sera plutôt à 40% d'augmentation en 2040. Ça va continuer après, hein, puisque la période 2040-2055 sera une période où il y aura peu de départs en retraite. Donc même si on voulait réduire en partie pas le numerus clausus, puisqu'il n'existe plus, mais le nombre de médecins formés, on sera toujours en excédent. Donc on sait qu'on va aller vers une augmentation progressive du corps médical, toutes spécialités confondues, entre aujourd'hui et 2055 au moins. Parce qu'en 2055, on va retomber sur les promotions qui vont être plus nombreuses à départ à la retraite. Il faut savoir qu'entre le moment où quelqu'un rentre en médecine, en études de médecine et il sort, il se passe à peu près 50 ans. Donc comme le numerus clausus a commencé à remonter en 2005, 50 ans de plus, ça fait 2055. La suivante. Là, ça, c'est la progression des orthoptistes. Vous savez que quand on a pris conscience très tôt qu'on avait besoin d'être aidé, au début des années 2000, parce qu'on nous prévoyait un enflement du nombre d'ophtalmos, et donc on a progressivement créé des nouvelles écoles d'orthopsie, c'est pas vraiment des écoles, c'est des formations universitaires, mais c'est pas péjoratif d'appeler ça école. Et il y a même un numerus clausus qui a été créé. Et on est passé globalement de à peu près 180 orthoptistes formés par an au début des années 2000 à aujourd'hui plus de 500. Alors la conséquence, c'est que comme la formation est courte, c'est que ça a produit une augmentation rapide du nombre d'orthopties. Alors on peut discuter à 10% près actuellement parce qu'on n'a pas des chiffres très précis. Le RPPS n'est pas tout à fait dans les statistiques actuellement. Mais disons, on est autour de 7000 orthoptistes aujourd'hui et on devrait dépasser 9000 en 2030. Donc après se pose la question du nombre d'orthoptistes idéal, en sachant que les orthoptistes libéraux continuent à augmenter. Vous voyez qu'on est passé d'à peu près 1800 en 2010 à 4100. Mais les salariés augmentent aussi très vite, à la fois dans les hôpitaux, mais surtout dans les cabinets libéraux. Et actuellement, il y a, à notre avis, un peu plus de salariés globalement que de libéraux. Et voilà, donc ça c'est pour poser globalement les problématiques de la filière visuelle du côté soins. Merci Thierry. L'idée c'est de pouvoir échanger, et en fait, loin des postures qu'on peut avoir de temps en temps, parce que de temps en temps, on va faire passer des messages, on est obligé d'être un peu caricatural, sinon c'est compliqué. Là aujourd'hui, de pouvoir tous échanger ensemble. Et donc on va commencer par les orthoptistes, après ils pourront échanger, et donc avec les opticiens, et voilà, chacun présentera un petit peu sa vision de l'avenir, et puis voir un peu comment tout ça s'articule, en sachant qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt extrêmement bien sur les territoires, donc on est toujours en train de mettre en avant ce qui nous plaît pas trop. Mais globalement, sur le territoire, à 95% des cas, ça se passe très bien, que ce soit les orthoptistes ou les opticiens. Donc Mélanie, je te passe tes diapos, parce que je crois que c'est à toi celle-là. Oui, c'est vrai que merci. On nous... la question, c'était comment on se voyait dans quelques années, dans 10 ans. C'était quand même assez intéressant de savoir déjà où on en était, parce que la pratique des orthoptistes a excessivement... les décrets de compétences ont explosé ces dernières années. Et de temps en temps, on se retrouve, que ça soit avec des ophtalmologues ou même avec tous les autres médecins, avec une méconnaissance un petit peu du panel qu'on fait. Donc souvent, on est... positionné seulement sur le strabisme, des fois on est positionné seulement sur la préconsultation. Il y a quand même tout ce qui est protocole qui fonctionne excessivement bien, mais il y a aussi tout ce qui est fonctionnel, et on entend souvent d'ailleurs de la part des ophtalmologues un besoin que les orthoptistes restent dans leur cœur de métier, mais on le fait. Alors sur les chiffres, en effet, c'est un peu compliqué pour les salariés et les libéraux, parce que le RPPS est arrivé que l'année dernière, et les ARS ont eu un bug et ont envoyé toutes les CPS et les numéros RPPS dans les adresses qui étaient connues il y a 10 ans, ce qui fait que la plupart des orthoptistes n'ont plus de carte professionnelle en ce moment. Donc encore, ça va prendre du temps pour avoir des bons chiffres. Mais donc on peut voir aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'excessivement novateur dans tout ce qu'on a, parce que j'ai essayé de mettre des systèmes un petit peu... alors il y a des photos un petit peu plus basiques, mais ça c'est la table là-bas, c'est plutôt le dépistage qui explose aujourd'hui grâce à DP2O, qui est un dispositif conventionnel avec la sécurité sociale qu'on a fait avec le syndicat des orthophonistes et des orthoptistes. Donc ça se généralise sur l'ensemble du territoire. On fait toutes les petites sections des écoles où on dépiste les troubles visuels, et après il y a tout un parcours de soins organisé avec, s'il y a un risque, d'aller voir l'ophtalmo. Et donc, on a la chance d'avoir des réseaux toujours privilégiés avec les ophtalmos pédiatriques ou les ophtalmos généralistes, ce qui fait que
On a des chiffres qui sont exceptionnels. On a pratiquement 30. Alors, on a la chance, comme ça, avec la sécurité sociale, on sait exactement combien d'enfants a eu des lunettes ou un soin ophtalmo juste après le dépistage. On est quand même à 36% qui sont arrivés avec un dispositif de lunettes ou un soin, un traitement ophtalmologique juste après. Donc, ça va être généralisé. Donc, ça, c'est vraiment important de notre place. J'en parle parce que c'est une demande. J'étais encore au ministère de l'Éducation il y a quelques jours. C'est une demande qu'on veut. On veut prendre notre place dans le dépistage au niveau scolaire, mais aussi dans l'école. Aujourd'hui, c'est dramatique quand vous faites la rentrée de voir le nombre d'enfants, mais même qui ont le fameux cache, que vous connaissez tous dans Myopie, qui n'ont même pas de recommandations positionnées par des équipes ou ophtalmologiques ou orthoptistes pour se positionner dans une classe. Est-ce que vous imaginez si à 6 ans, j'essaye d'apprendre à lire et à écrire, j'ai un cache sur l'œil gauche et je suis tout le temps positionné à droite de la classe avec le tableau, j'ai 80% de mon champ où je suis obligée d'être comme ça, et ça atteint des troubles des apprentissages, et ainsi de suite. Donc on a une expertise qui est excessivement forte, et donc on a besoin d'être aussi plus présente dans les écoles. Ainsi, on voit en bas l'évolution de tout ce qu'on a, c'est-à-dire ce que vous voyez en bas avec les petits points, c'est de l'Ice Tracker. Pareil, très très peu, et c'est pas du tout une critique, vous avez autre chose à faire sur votre spécialisation, mais très peu d'ophtalmologues. Ça, la place de l'orthoptiste dans les TND, dans les troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire que toutes les études montrent que déjà, on peut pas poser de diagnostic tant qu'on n'a pas vérifié l'état de la vision. Donc quand ces pauvres gamins ont fait 6 ans d'orthophonie, 4 ans de psychomotricité, ils débarquent enfin chez nous, on leur dit qu'ils ont ou 2 dixièmes qui voient double, ou qu'ils n'ont aucune capacité fonctionnelle, de discrimination, de mémoire visuelle et ainsi de suite. On aurait pu quand même les aider bien plus tôt. Et ça, c'est des systèmes maintenant où on est tous de plus en plus équipés avec des petites lunettes. On analyse tous les mouvements des yeux pendant la lecture, la recherche visuelle, les scènes et ainsi de suite. C'est vraiment exceptionnel. L'oculométrie, qui est quand même notre base, la saccade, les poursuites, et là, c'est vraiment positionné et normé. On n'oublie pas aussi le petit bébé qui est derrière un tableau Vichy. Le développement, et ça c'est pareil, il y a une place pour l'orthoptiste pour les déficients visuels tout petits. C'est dès les premières instances, on doit faire de l'éducation parentale pour la stimulation visuelle chez un enfant qui a un trouble visuel ou qui a des risques d'avoir des troubles visuels. Je n'ai pas honte de dire que mon premier patient que j'ai vu, moi le plus jeune, il avait 17 jours. Et ce petit garçon, c'était il y a 4 ans. Il est en centre de déficience visuelle aujourd'hui parce qu'on s'en doutait vu l'accouchement qu'il a eu. Mais j'ai accompagné, dès qu'il a eu 17 jours, les parents et je vous dis, jusqu'à équiper la chambre. Parce que la chambre Pinterest toute beige, qui sert à rien pour un enfant déficient visuel, je les ai équipés avec du damier. Je leur ai fait montrer comment il fallait faire, alterner comment on se met à droite et à gauche pour donner à manger parce qu'il fallait alterner. Toutes ces choses-là, c'est notre expertise aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Bon, bien sûr, les photos du fond d'œil et le champ visuel, c'est des choses que vous savez qu'on fait. On entend très souvent que de toute façon le champ visuel peut être fait par n'importe qui. Ça me désespère parce que je pense pas aujourd'hui que le champ visuel, ça soit. Vous avez cherché chez nous à nous former autant en champ visuel juste pour qu'on valide ce que vous avez écrit sur l'ordonnance. On a une capacité d'observation, on a une capacité Alors c'est sûr que quand on en met 5 au même moment de champ visuel, c'est plus difficile. Mais quand moi je suis derrière un patient de champ visuel, je connais son dossier, je sais quel type de champ visuel je vais faire et souvent je modifie, mais avec l'accord ou alors je fais les deux. Je sais que si le patient il a aucune capacité de fixation et que je le répète 5 fois la consigne, la double tâche et l'inhibition, c'est impossible. Donc vous pourrez me demander 50 fois un champ visuel, je ne pourrai pas le faire, mais j'ai un Goldman et ça sera plus intéressant. Ça, c'est mon expertise. Si vous pensez que n'importe qui peut le faire, c'est votre choix, mais c'est dommage parce que le champ visuel est un outil excessivement intéressant et enrichissant quand on sait faire passer le champ visuel et on sait l'analyser en collaboration avec les ophtalmologues. Et après, bien évidemment, vous voyez tous les petits dessins qu'il y a, c'est notre cœur de métier aussi. Il y a la petite loupe qui est cachée, la déficience visuelle avec le vieillissement de la population, c'est pareil, nous sommes désespérés de voir le nombre d'injections intravitriennes qui augmente, les traitements, la DMLA, et que nous avons une baisse considérable d'ordonnances pour des bilans basse vision, alors que c'est notre spécialisation aussi, on est formé pour ça. On a des tonnes d'UE sur la basse vision, et ces patients-là, ils viennent, et c'est un patient qui rentre, qui fait comme ça pour son OCT, et que l'orthoptiste ou l'ophtalmo ne s'est jamais dit, tiens, ça serait intéressant qu'il ait des filtres.
et que ça lui change la vie, et ben en fait, voilà, ça nous désespère. Et c'est pas une critique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans 10 ans, je me vois pas avec, oui, l'accès direct, parce que vous le savez, je vous en ai parlé 50 fois, j'en peux plus de ces ordonnances qui servent à rien. J'ai encore eu la dernière fois un urologue qui m'a envoyé un bilan orthoptique pour un bilan neurovisuel, ce qui fait que légalement, ce patient-là, je vais pouvoir le voir indéfiniment. La loi m'autorise à le voir 150 fois pendant 150 ans. Je n'ai pas de limite, et par une ordonnance d'un urologue. Donc vous voyez que ces ordonnances, nous, on est pro la coopération avec le médical. On voudrait limiter ces temps qui ne servent à rien des fois, où on va juste chercher une ordonnance, mais travailler. Moi, je prends pour l'accès direct médicalement encadré, c'est-à-dire que moi, je peux recevoir le patient. De toute façon, je vais le recevoir. Avec l'ordonnance, sans l'ordonnance, il l'aura après, je vais le recevoir. Par contre, si je peux aujourd'hui, après cette étape, avoir un temps d'échange privilégié avec le médecin pour qu'on valide ce que j'ai trouvé, que lui me dise non, je le revois, non, c'est le neurologue, oui, ok, vas-y sur ton projet de soins, pour moi, c'est beaucoup plus intelligent que me faire une lettre avec écrit bilan orthoptique et qu'après, je sois en roue libre pendant des années. Voilà, c'est une logique que nous, on a, donc on l'a fait, on vous adresse, mais après le dépistage des pathologies ophtalmologiques, on ne veut pas, l'année dernière, il y avait eu beaucoup de peur sur le suivi des glaucomes, on ne va pas faire l'ophtalmologue, je vous le répète tous les ans. Par contre, vous aider à faire du dépistage, c'est-à-dire que vous aider à placer, interroger le patient, placer correctement le patient, savoir quel type de test il faut faire, et après vous êtes seul maître à analyser les données avec l'aide de l'intelligence artificielle, si ça doit être en urgence ou ainsi de suite, il n'y a pas de souci. S'organiser sur le territoire avec des cabinets secondaires, on en a souvent parlé, c'est une idée. Mais vous voyez aujourd'hui comment je me vois comment on voit l'orthopsie dans quelques années. C'est déjà de nous laisser la place dans tout ce qu'on sait faire, parce qu'on a besoin de vous pour faire toute cette pratique-là, et vraiment c'est important. Donc il faut nous prescrire, il faut conseiller d'aller voir l'orthoptiste. C'est quotidien qu'on a des patients qui disent, ils viennent chez nous envoyés par un neuropsy, on dit il faut aller voir l'ophtalmo, et l'ophtalmo il dit j'ai plus besoin de voir l'orthoptiste parce que j'ai pas de strabisme. Alors là, j'ai pas parlé de strabisme, on est dans le neurovisuel, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est quand même notre quotidien. Donc, il faut quand même comprendre que tout ça, c'est l'avenir, c'est du dépistage, c'est de la prévention, c'est beaucoup plus de patients pour vous aussi, parce que quand nous, on arrive très tôt et quand on les prend en charge et tout, ça vous fait une santé, ça fait une santé publique qui est beaucoup plus saine pour la France, et ça fait faire beaucoup d'économies, parce que nous coûtons beaucoup moins cher que certains systèmes. On va avancer, donc voilà, Mélanie, comment si tu veux bien. on se voit dans 10 ans. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Non, j'ai plus le diapo, ça sert à rien. Donc ça, c'est parfait, super. Voilà, donc après, je crois qu'on n'a plus de diapositives, donc comme ça, pouvoir échanger tranquillement. Je vais te poser juste une question, et puis je poserai la même question à Madame Homberg. On a vu la démographie, donc je connais partiellement ta réponse quand je vois effectivement les champs que tu vas ouvrir. C'est vrai que moi, je serai étudiant, je me poserai la question, est-ce que finalement, demain, le doublement du nombre d'orthoptistes n'est pas potentiellement inquiétant? Je poserai la même question sur les opticiens. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un peu trop d'opticiens, ou est-ce que demain, on en aura trop? Et aujourd'hui, en orthopsie, je dirais, est-ce que demain, on n'en aura pas trop, en fait? Et c'est un peu, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Alors, est-ce que les jeunes se retrouvent dans l'orientation de la profession? Comment ils voient, eux, comment ils vont s'installer, effectivement, dans des cabinets, en libéral, ce genre de choses. Et effectivement, jusqu'où il faut aller. Et j'irai pas encore plus loin, parce que vous vivez vraiment ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une explosion du nombre d'étudiants avec le même nombre de formateurs. Alors nous, on l'a vécu dans les services. On voit aujourd'hui les internes qui sont avec nous. Moi, je viens d'un service où on était 8 ophtalmos effectivement répartis. Aujourd'hui, ils sont 50. Et en fait, le volume d'activité, il est le même. Et le volume de seniors, il est même inférieur. Donc, comment vous vivez? Est-ce qu'en école d'orthopsie, on a réussi à mettre en face finalement l'équipe enseignante? Est-ce qu'on a réussi à mettre l'activité pour monter en gamme? Ou est-ce que tout est fait grâce au numérique? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire maintenant tout peut se faire sur Internet. Voilà. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Je voulais remercier le président de nous inviter, la fédération. On est très heureux d'être représentés aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je suis Chloé Humbert, nouvelle présidente de la Fédération française des étudiants et étudiantes en orthopsie. Je suis fraîchement diplômée du département de Lille et actuellement, j'exerce en mi-temps en cabinet libéral dans le Nord. Je suis restée à Lille. Et le reste du temps, je m'occupe du coup de la fédération. Nous, avec cette fédération, on représente les étudiants et étudiantes de toute la France. Aujourd'hui, on compte 18 départements. Donc, les départements, c'est des écoles d'orthopsie. On en a 2 qui viennent d'ouvrir en Bourgogne-Franche-Comté, justement.
et avec donc dans chaque département une association locale qui est adhérente à notre fédération. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien que la formation, elle est complète. On a un nombre d'heures qui est quand même assez conséquent. Pour vous donner un peu des chiffres, aujourd'hui, dans le décret de compétences, on est à 3400 heures de CM et de TD. 3400 heures en 3 ans. 3 ans. Pour vous donner d'autres chiffres, les orthophonistes, ils sont à 3100 heures de CM et de TD en 5 ans. Voilà, on en a quand même plus. Les kinés, ils sont à 3200 heures de CMTD pour 4 ans. Autant vous dire qu'on a un nombre d'heures qui est impossible à réaliser avec les 1400 heures de stage que nous avons en plus. Aujourd'hui, notre formation est complète, le décret est complet, mais il n'est pas réalisé. Donc effectivement, notre formation est très enrichissante, on voit énormément de choses, on a beaucoup de spécialités, que ce soit le neurovisuel, la basse vision, mais c'est des nombres d'heures de cours qui sont irréalisables sur le pratique. On n'a pas les professeurs qui sont spécialisés non plus. Aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, même en stage, nos maîtres de stage ne sont pas là. On n'a pas de maîtres de stage formés. On a des stages en hôpital, mais on est lâchés dans la nature. Je pense que vous avez sûrement vu déjà des étudiants et étudiantes dans vos services. On est en consultation en première année, en pré-consultation hospitalière. Bah oui, mais moi, j'ai jamais fait de consultation, donc on sort du bac. Je suis désolée, mais être devant un patient, c'est un peu compliqué tout seul en première année. Donc effectivement, aujourd'hui, la question se pose. On est positionné sur une réingénierie. On veut passer en 5 ans, que ce soit pour le point d'avoir un master et donc être reconnu en master, d'évoluer la profession, que ce soit d'un point de vue du décret, de pouvoir réaliser ces heures, parce que je pense qu'elles sont essentielles à la formation, mais aussi de pouvoir avoir toute une pratique plus centrée sur nos spécialités, que ce soit les troubles neurodéveloppementaux, la basse vision, la contacto, qu'on puisse faire un bon suivi patient correctement avec une formation correcte initiale et surtout d'avoir un point de vue recherche un peu plus axé. Aujourd'hui, on a un mémoire de 3e année. Moi, j'ai même pas de cours de recherche. Donc, comment je fais un mémoire sans cours de recherche ? Donc, la formation, effectivement, il faudrait déjà la remanier, faire une réingénierie et à partir de ce moment-là, se poser des questions sur est-ce qu'on augmente le nombre d'orthoptistes arrivant en formation ? À Lille, on est des promos d'une vingtaine. La mienne, celle qui est sortante, on était 22, un truc comme ça. 22 étudiants, il faut les placer en stage, c'est impossible. On a 22 étudiants en 2e année aussi, il faut les placer en stage. Les 22 étudiants arrivant en première année, il faut les placer aussi. Comment on peut placer des étudiants, sachant que nous, nos lieux de stage, c'est Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Somain, Douai. C'est des lieux de stage qui sont à plus d'une centaine de kilomètres de la faculté. Avec une précarisation de l'étudiant, c'est impossible. Moi, j'ai fait les allers-retours à Saint-Omer de Lille, c'est 144 km par jour, 2h30 de voiture et l'essence qui va avec. Aujourd'hui, l'étudiant, il est précaire. Je pense que vous le savez tous, les loyers augmentent, la nourriture coûte cher et l'étudiant se pose la question, est-ce que je suis censé manger ou payer mon essence pour aller en stage le lendemain ? Eh ben, il y en a beaucoup qui se posent la question malheureusement. On a quand même on a quelques chiffres. On fait une enquête sur la santé mentale tous les ans. Et justement, sur ces chiffres-là, on a quand même 7% qui se privent d'alimentation. 7% des étudiants répondants. 17% qui déclarent qu'ils ne mangent pas à chaque repas. Et 7,4% qui ne mangent pas à leur faim. Moi, je trouve pas ça normal. Un étudiant qui va avoir un patient en face de lui, comment il fait pour tenir une journée de consultation sans avoir mangé la veille ? Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, la question d'augmenter ou d'avoir des étudiants en plus, je pense qu'elle ne se pose absolument pas dans les départements. C'est impossible à l'heure actuelle d'avoir un département accueillant plus de stagiaires. Et c'est pour ça que la question de la formation en 5 ans va être très compliquée à remodeler, sachant que du coup, il faut placer 2 promos de plus en stage. Donc déjà, avec les 3 promos que nous avons aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Je me souviens plus des autres questions. Je disais, oui, est-ce que c'est inquiétant de voir un nombre comme ça et les aspirations des jeunes pour leur avenir ? Est-ce qu'ils se voient en cabinet, en travail en équipe, installés en libéral, voilà, ou un mixte, hein, tout est possible. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui aimeraient beaucoup
se poser en libéral, mais la formation ne permet pas de se lancer directement. On n'a aucun cours de gestion de cabinet, aucun cours financier. Pour gérer un cabinet libéral, il faut quand même avoir quelques bases en finance, je pense, parce qu'il faut quand même une gestion assez primaire. Même s'il y a des comptables qui existent et qui font très bien leur boulot, je pense que c'est bien aussi de comprendre où est-ce que va l'argent, pourquoi est-ce qu'il rentre, comment il ressort et comment est-ce que je peux me payer à la fin du mois, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, beaucoup d'étudiants souhaitent quand même, dans une des études qu'on avait fait, on était quand même à 57%, quelque chose comme ça, de souhait d'installation libérale, mais il y en avait qu'une trentaine qui le faisaient vraiment parce que justement, ils ne se sentaient pas capables de pouvoir se lancer. Aujourd'hui, on a quand même une certaine diversité qui peut nous amener à faire une moitié de libéral, une moitié de salariat. C'est quand même assez enrichissant quand on veut explorer un petit peu de tout. On peut faire de l'hôpital, du salariat en cabinet chez vous ou alors en libéral carrément. Ça peut être des semaines assez intéressantes et avec toute une diversité de consultations sympathiques. L'étudiant aujourd'hui, il veut surtout explorer, découvrir et il voit que de toute façon, il n'est pas assez formé et qu'il a besoin de formation en plus. On sait très bien que de toute manière, en se mettant en collaboration avec des ophtalmologistes, en hospitalier par exemple, pour voir avec d'autres professionnels de santé, on sait très bien que du coup, ça va nous apporter encore plus de complémentarité dans notre formation initiale. Et c'est comme ça que notre profession va augmenter, toute notre pratique va évoluer. Et c'est surtout pour ça que les orthoptistes aujourd'hui étudiants veulent surtout avoir toute une diversité de consultations. Donc plutôt une activité mixte. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole effectivement donc à Hugues et Jean-François pour leur vision de l'avenir et puis la présentation de leur organisme parce qu'en fait, on vous connaît en tant qu'opticien, on connaît moins les organismes que vous représentez. Puis après, on débattra effectivement sur les différentes pratiques qui sont en train de se développer, les relations sur les territoires, comment ça fonctionne entre nous. Parce que ça bouge un peu et pour le dire devant tout le monde, aujourd'hui, on arrive à tous échanger ensemble de manière sereine, sans difficulté, et c'est quand même tout à fait rassurant. Et c'est à l'image de ce qu'on voit sur nos territoires, en fait, parce qu'en pratique, quand on est dans nos cabinets, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je sais pas, écoute, Jean-François, je te laisse peut-être commencer, et puis Hugues, je te laisserai après, puis après, on échangera. Vous avez toujours le QR code avec les questions, avec Pierre qui est aux commandes pour les questions, pas la suite. Allez. Je ne comptais pas le dire. N'ayez pas peur. Bonjour, merci Monsieur le Président pour cette invitation. C'est la 3e fois que j'interviens devant vous. Donc je représente le ROF, le Rassemblement des opticiens de France. Ça fait j'ai à peu près bouclé un peu plus ma première année de présidence. J'ai été élu sur un programme de rassembler et agir, rassembler à la fois la profession et aussi peut-être rassembler l'idée qu'on doit plus communiquer, plus travailler en commun, tous ensemble, toutes les professions, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas avant. Le lendemain de mon élection, j'ai eu un petit appel de votre président qui m'a bien fait comprendre que voilà, on avait tout intérêt à se dire les choses, travailler ensemble et arrêtons de toujours... voilà, on a des intérêts divergents des fois et on a le droit de se le dire, mais on a le droit aussi d'être d'accord sur des points et de travailler à l'avenir de notre profession. Mon syndicat, le syndicat dont je suis le président, est un syndicat mixte, à la fois des opticiens indépendants et toutes les enseignes d'optique qui sont présentes dans mon conseil d'administration. Donc, ce qui représente aussi une diversité, ça a ses difficultés, puis des avantages. Voilà, donc c'est aussi des lieux d'échange des fois chauds, tendus, parce qu'on a tous à défendre des intérêts. Et puis l'objectif, c'est qu'on ait des décisions après finales sur notre filière et sur notre métier. Donc voilà, c'est très intéressant. Qu'est-ce que la question c'est après? Comment toi, mon avenir, l'avenir, voilà, toi ou et les moi gens je suis opticien à la base. Voilà, oui, opticien. Vous êtes tous les deux opticiens, bien sûr. Oui. Et effectivement, comment toi ou des gens que tu représentes voient l'évolution de la filière ou du métier d'opticien dans les années à venir, en fait? Alors l'évolution, on a vu les slides présentés par monsieur le docteur Bourg, qui est très intéressante. Aujourd'hui, l'évolution passera uniquement par de la coopération.
Pareil, les messages de Mélanie étaient très intéressants parce qu'elle demandait aussi à vouloir pouvoir travailler dans les écoles auprès de l'enfant. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas dissocier aujourd'hui des travaux de 3 professions différemment sur le même public. Aujourd'hui, voilà, on a un rôle aussi à jouer dans la prise en charge de l'enfant, puisque après l'enfant, comme on explique aux parents, il n'y a pas que vous, nous aussi on a un rôle aussi, les enseignants, c'est une vraie catastrophe, on doit reprendre des choses. Donc là aujourd'hui, au lieu d'être, il faut qu'on travaille ensemble, comment sur une population donnée, la réponse soit propre au niveau santé, au niveau de nos patients. Ce que je souhaite aussi, et là-dessus c'est un travail qui va me prendre quelques temps encore, mais on oublie un petit peu de temps en temps, ce matin on en a un petit peu parlé, mais pas trop, c'est le patient. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beau être des syndicats patronaux, on a une profession, et cette profession, elle est dans un but, c'est nos patients. Et la rencontre de 3 os doit être dans un but des patients et pas dans un but de toujours essayer de tirer un peu la couverture à soi, etc. Parce qu'il y a une personne qu'on doit prendre en compte, et c'est cette personne qui est primordiale, c'est le patient. Et nous, opticiens, on a un rôle à jouer. Voilà, donc là aujourd'hui, la profession, il y a 10 000 entreprises, les derniers chiffres sont tombés là il y a quelques jours, 14 000 magasins en France et 40 000 professionnels qui travaillent au quotidien. Alors je vais entendre venir la question arriver, est-ce qu'il y a trop d'opticiens? Est-ce qu'il y a trop de magasins? Je vais y répondre tout de suite, moi ma vision, non, et je ne sais pas en quoi il y en aurait trop, puisque à la fois on a une chance, et ce que je défends aujourd'hui au quotidien, c'est que nous on a une bipolarité dans notre profession, on est commerçant et professionnel de santé. Et j'ai pas honte d'être commerçant et j'ai absolument pas honte d'être professionnel de santé, et à part égale, et on doit travailler sur ces 2 sujets-là. Et je rappelle une chose, c'est que nous, on dépend du nombre d'ordonnances qui vont sortir. Donc de toute façon, à un moment, ça va se réguler. Aujourd'hui, on n'est pas en train de... Voilà, le surnombre de magasins, on n'est pas en train de créer on ne fait pas de la surdépense. Il y avait tout à l'heure à la table ronde d'avant, la CNAM, hein. Dans son rapport, la CNAM a accusé aussi, on en parlera peut-être un peu, les opticiens de favoriser, la publicité favorise la surconsommation de lunettes. Excusez-moi, donc on est en train de leur répondre, hein, on travaille avec eux. En quoi la publicité favorise le nombre de lunettes? Puisqu'on dépend du nombre d'ordonnances. Donc à un moment, il faut arrêter aussi ce fantasme. Et peut-être, dans certains endroits, vous voyez beaucoup d'opticiens, mais je rappelle un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes de déserts médicaux. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, même si le nombre de médecins, le nombre d'orthoptistes va augmenter, on reste en France avec des zones en tension. Et qui est le professionnel de santé le plus proche de ces populations-là? C'est souvent un opticien, qui travaille en famille, qui est dans des petites villes, au plus proche des gens. Et c'est là la vision de l'avenir, c'est que ceux-là, on doit pouvoir s'appuyer sur ces professionnels pour aller aussi dans un lieu des 3 os, quoi. Hugues, je te laisse représenter effectivement l'organisme. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On commence à connaître la Fédé qui a 20 ans d'existence et ses prises de position. La fédération représente essentiellement représente des opticiens qui sont avant tout des professionnels de santé. On est commerçant par la force des choses parce qu'on doit gérer un commerce et qu'on doit mettre des équilibres financiers. Vous-même, ophtalmo, vous êtes ou orthoptiste dans le même cas. Vous avez des structures et des équilibres économiques à tenir pour répondre aux besoins de santé. Et donc, je pense que notre vision, nous, du métier d'opticien est donc avant tout d'être professionnel de santé. S'il devait y avoir une des différences avec mon confrère voisin, c'est peut-être l'inversion des priorités. Mais en tout cas, c'est la vision de la fédération. Sur la coopération, je ne vais pas dire mieux que Jean-François, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, une nécessité de coopération dans le respect des prérogatives et des expertises de chacun est en train de, je crois, s'ancrer. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je crois que c'est en train de s'ancrer depuis quelques mois, peut-être quelques petites années. Et je pense qu'on peut avancer plus vite, effectivement, dans ce cadre-là. Est-ce qu'on est trop nombreux? Oui. On maille le territoire. Ça y est, c'est fait.
Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de magasins? Non. Donc, je pense qu'on est trop nombreux. Le fait d'être trop nombreux crée des problèmes, crée des déséquilibres économiques. Jean-François l'a dit, nous dépendons de vos prescriptions, et on sait que vos prescriptions plafonnent. Alors peut-être que Thierry, qui est expert en chiffres, pourra compléter ou confirmer, mais dire, mais on est aux alentours, je crois, de 16 millions, enfin en fonction des années, entre 15 et 17 millions, selon la CNAM, ou un peu plus de prescriptions. Mais évidemment, quand on a autant de prescriptions qui se répartissent sur de plus en plus de magasins, ça fait de moins en moins d'ordonnances par magasin. Un magasin vit uniquement sur la délivrance de l'équipement, ce qui veut dire, si le monsieur de la CNAM était là et si le sénateur était là, j'aurais eu plaisir à leur dire que c'est pas comme ça qu'ils vont faire baisser les prix. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une espèce de course en avant pour ouvrir de plus en plus de magasins en multipro, parce qu'en plusieurs magasins, ça permet d'équilibrer les choses. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. On arrive à des situations en ruralité avec 3 magasins pour 5000 habitants, ce qui est une hérésie économique. Et donc aujourd'hui, la course en avant pousse à aller chercher de l'ordonnance partout ailleurs qu'en dehors d'un magasin. Ce qui crée des dérives commerciales que vous êtes les premiers à dénoncer, que la fédération dénonce également, et qui font parfois passer les opticiens pour ce qu'ils ne sont pas fondamentalement, c'est-à-dire des camelots. Voilà. Et je pense que ça dessert et l'image de l'opticien, et ça dessert aussi la santé visuelle et le patient. Donc nous, on a un travail à faire là-dessus. À nous de nous prendre en main et de nous réguler. C'est pas facile puisqu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Ceci dit, une chose est sûre, c'est que on est également sous-utilisé. Ça, c'est la position de la fédération qui rejoint celle de Jean-François. Je pense qu'on est sous-utilisé, c'est-à-dire qu'on pourrait nous utiliser mieux, effectivement, pas forcément uniquement dans nos magasins, mais de façon encadrée ailleurs. L'élargissement de l'expérimentation en EHPAD en est un exemple. On travaille dessus, on a fait des positions, on a fait des propositions communes, puisqu'on a déjà discuté avant même que le ministère nous invite à ces propositions. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. On peut aussi travailler avec les enfants. J'en discutais avec Mélanie il n'y a pas très longtemps. On a fait un grand dépistage dans l'ouest parisien sur à peu près 700 enfants. Il y avait des orthoptistes, il y avait des opticiens. 700 enfants, 172 en défaut d'équipement. Et quand je dis en défaut d'équipement, c'est soit des enfants non équipés, et donc non dépistés, soit des enfants qui sont mal équipés, avec un défaut de correction qui n'avait pas été, entre guillemets, mis à jour. Donc évidemment, ça, c'est autant de pertes de chance pour les enfants. Et ça, je rejoins complètement les propos de Mélanie, parce que c'est exactement son constat. Donc je pense qu'on a du travail, et je pense qu'effectivement, on a un rôle à jouer, et on pourrait s'appuyer plus sur nos compétences, notamment en matière de réfraction, on sait faire. Et puis, sur la coopération, enfin, moi je note, j'ai fait une enquête, le décret de l'adaptation au primo n'était pas satisfaisant, nous le savions, nous avions dealé avec vous, les OFTA, vos représentants, de se revoir au bout d'un an. Alors le décret était doublement insatisfaisant pour vous, et je peux le comprendre, et d'ailleurs moi-même j'avais fait pour ma part un recours auprès du ministère, mais aujourd'hui on est en train de retravailler. C'est vrai que j'étais arrivé au début, au printemps, au bout d'un an, avec une enquête sur les comportements des opticiens, et je vous cache pas que j'avais dans l'idée d'avoir des éléments qui me permettent de vous tordre le bras. J'ai raté. C'est plutôt les opticiens à qui il va falloir tordre un peu le bras, ou les deux. C'est-à-dire que les chiffres sont bons vous concernant. Faut reconnaître les choses quand c'est vrai. Dans l'enquête que j'ai menée sur plusieurs centaines de retours d'opticiens, eh bien, vous répondez dans 65% des cas. C'était inattendu, je vous le dis, sincèrement. Dans 97% des cas, les réponses sont positives. Et vos délais moyens de réponse, c'est 3 jours. Donc, on ne peut pas se plaindre.
C'est assez disparate sur le territoire, il faut le dire aussi, mais globalement, c'est les chiffres qui me sont remontés et ce qui me permet aujourd'hui de venir avec ces chiffres et avec une certaine humilité discuter avec vos représentants pour modifier ce décret en adaptation, parce que ça montre clairement que finalement les échanges, vous avez souvent entendu les opticiens dire ils répondent pas, ils s'en foutent, on n'existe pas pour eux, etc., etc. Ça change vraiment, et le rapport avec vous sur le terrain change également. On va avoir un énorme travail à faire, nous opticiens, sur notre capacité à échanger avec vous, notamment en s'équipant de messagerie sécurisée. Ce qu'on sait de la CNAM, c'est aussi dans les chiffres que vous êtes mis au boulot et vous avez explosé les compteurs en termes d'équipement de messagerie sécurisée. Tant mieux, super, merci. Et nous, on a tout le travail à faire. Il va falloir qu'on se pousse et qu'on l'utilise. On a un gros travail aussi à faire avec la CNAM, enfin avec les pouvoirs publics plus généralement, sur la possibilité d'accéder au DMP. Et donc, j'ai... pareil, dans un souci de coopération, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, c'est toi Vincent, on va plus vite en travaillant ensemble que si on comptait sur les pouvoirs publics. Si on attend les pouvoirs publics, dans 10 ans, on ne pourra toujours pas inscrire sur le DMP, alors que les DMP, c'est alors, DMP ou autre chose, il y a peut-être des choses, mais en tout cas, au moins la messagerie sécurisée, pourquoi pas le DMP pour échanger des éléments. Mais si on attend que ce soit les pouvoirs publics qui nous donnent l'accès au DMP, je pense que dans 10 ans, on sera encore en train de se voir et regretter ça. Aujourd'hui, la Fédé a mis le doigt sur une possibilité. On va en discuter avec vous, de façon à ce que faciliter les échanges et finalement fluidifier le parcours de soins et la prise en charge du patient. Voilà. Je peux me permettre. Sur la formation, puisque les orthoptistes ont parlé de la formation, je rappelle juste qu'aujourd'hui, nous, opticiens professionnels de santé, nous sommes restés bloqués en BTS. BTS créé en 1954 et non retouché depuis 1997. Donc, on a un énorme problème. Ce problème, on le travaille très fortement et on le travaille en commun et on le travaille aussi avec vous, ophtalmo, et le professeur Kochner. Il est urgent qu'on rentre dans un circuit d'universitarisation de notre profession. On a un gros problème et ça intéresse fortement aussi les pouvoirs publics parce qu'aujourd'hui on n'est plus orienté dans des possibilités de profession. On a des axes aussi. Mélanie, un débat on avait fait récemment, nous a dit aussi il y a des opticiens qui souhaitent changer de métier. Et il faut qu'on arrive aussi à pouvoir parler à ces jeunes et qu'on puisse ouvrir tout ça. Et aujourd'hui, là, on est resté bloqué sur un BTS. On travaille fortement dessus, on pousse. On n'est pas dans une bonne période politique, on s'en doute bien. Mais c'est un vrai sujet. Et là, ça devient plus qu'urgent. On est en panne, là. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Après, on reviendra sur quelques points. On parlera d'autres choses. Effectivement, on parle justement on parlait de dérives, de mauvaises pratiques, de choses qu'on a dans toutes les professions. Vous avez vu sur la première table qu'on a nous aussi nos sujets. Concerne aussi les orthoptistes pour les centres de santé. Aujourd'hui, très clairement, les cabinets d'ophtalmologie sont dans l'incapacité de suivre. Et j'attends avec impatience que les premiers orthoptistes soient condamnés pour avoir trop travaillé dans les centres de santé. Au moins, le message sera passé. T'en as ? Eh ben, c'est très bien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, autant chez les ophtalmos, on peut s'imaginer que c'est des diplômes étrangers qui ne comprennent pas. Une orthoptiste, très vite, ils ont avec 2 doigts de gestion et savent parfaitement qu'on ne peut pas payer ce genre de salaire sans faire de la fraude. Voilà, c'est absolument impossible. Donc, Ludovic, je voulais avoir ton avis. Donc, je vais te considérer comme un mi-jeune, mi-vieux, en fait. Tu es encore un peu entre les deux. Donc, tu es maintenant installé, après avoir été président de l'Anjou, maintenant encore vice-président. Donc, ce que tu entends, comment toi tu le vis et comment tu vois demain? Parce qu'au niveau du SNOF, on essaie de travailler plutôt pour la génération d'après. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on a... Alors, je remercie toujours Thierry, je suis toujours surpris, mais c'est vrai que Thierry a cette capacité d'anticiper l'avenir. On a parfois effectivement des gens qui sont en retraite, qui pensent savoir ce qu'il faut pour les jeunes. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur ce genre de choses. Donc voilà, on essaye d'être à votre écoute, même si c'est plus compliqué pour les jeunes d'avoir une vision structurée. On l'entend, parce que ça bouge très vite. Et voilà, comment vous voyez les choses? Comment vous les ressentez actuellement? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré, inquiet quand vous voyez les chiffres?
Donc du coup, c'est vrai que moi, à titre personnel, je me suis installé du coup depuis 2 ans et demi, voilà, dans une ville de taille moyenne, et ça se passe très bien avec les opticiens, ça se passe très bien avec les orthoptistes. Je prescris énormément de bilans orthoptiques pour les enfants et énormément de bilans basse vision. Ça, je rentre bien dans les. Donc ça se passe très bien avec les opticiens aussi, ça se passe très bien. Donc j'avoue que si j'arrive à la réunion et je dis, bah écoutez, tout se passe très bien dans le meilleur des mondes, bon, c'est pas très constructif. Donc, bien évidemment, j'ai échangé, j'ai appelé du coup plein de centres en France de jeunes ophtalmos qui se sont installés depuis moins de 5 ans. Alors, centre cabinet, on est d'accord. Voilà, dans les centres libéraux. Voilà, aujourd'hui, le terme de centre est un peu galvaudé. Hein, donc, c'est vrai, tu as raison. Donc, dans des centres libéraux. Donc, voilà. Bon, donc j'ai appelé 13 centres. Ils voient à peu près. Je suis très. Voilà. Du coup, c'est un peu représentatif, un peu partout en France, de différentes tailles, entre 1 et 11 associés. Ils sont répartis dans des villes de taille moyenne comme des villes de taille un peu plus grandes, mais principalement dans des tailles de villes moyennes. Et ils sont quand même structurés. Donc ils ont quand même souvent un chef de centre, voilà. Un peu comme une entreprise, un peu voilà, comme une évolution. Et c'est vrai que je leur ai dit, alors comment ça se passe chez vous? Ils m'ont dit mal. Je dis, comment ça? Explique-moi. En fait, il y a 11 centres sur 13 qui m'ont dit, nous on vit très mal le développement des nouveaux systèmes de téléconsultation dans les boutiques d'optique et de la téléexpertise dans les boutiques d'optique. Alors je dis, explique-moi pourquoi ça se passe mal et tout. Ils m'ont dit, nous, on a séparé initialement, alors je vous dis brut, hein, on a séparé initialement les ophtalmos pour faire du dépistage, du soin, de la chirurgie. On a mis les orthoptistes pour faire tout ce qui est en effet rééducation basse vision, accompagnement du coup au niveau des enfants. Et puis on a mis les opticiens pour faire des bonnes lunettes, bien centrées, avec les bons conseils, les bons verres, les bonnes montures. Et en fait, avant, tout était bien et ça fonctionnait bien. Et c'est vrai qu'on me dit, maintenant, on a l'impression, c'est comme ça qu'ils me le disent, hein. Encore une fois, ça n'engage pas ni le SNEF, ni l'Anjou, ni moi, c'est juste un retour que eux m'ont fait. Ils m'ont dit, mais en fait, on se rend compte que maintenant, on a l'impression que les opticiens, ils ont une imprimante, ils impriment les ordonnances directement dans leur magasin, et nous, ça nous gêne parce que on est content de participer au dépistage des pathologies. Et ils me disent, du coup, nous, on s'est dit, plutôt que de leur faire des beaux discours, on dit à tous nos patients d'aller dans des opticiens qui n'ont aucune solution de téléconsultation, aucune solution de téléexpertise. Et on s'est rendu compte qu'au bout de quelques mois, quand les opticiens, après avoir pris une solution de téléconsultation et de téléexpertise, ils avaient une perte de chiffre d'affaires de 15, 20, 30%, 40%, en fait, il y en a plein qui ont arrêté. Ils ont dit, c'est bon, j'ai perdu 40% en 3 mois, stop, quoi. Et donc, du coup, il y a eu un recul en arrière, et du coup, maintenant, dans leur zone, en tout cas, où les délais sont courts, hein, comme quasiment partout chez nous, hein. Moi, j'ai 10-15 jours de délai, mais c'est à peu près ça maintenant dans les villes moyennes. Il y a eu un vrai recul. Et je leur ai dit, mais attendez, vous n'avez pas peur qu'on vous attaque, mais pour boycott, des choses comme ça, parce que quand même et tout. Ils m'ont dit, mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Regardez, vous savez, la lenteur de la justice française, ils m'ont dit, attendez, ils vont nous attaquer, ils vont avoir une mauvaise réputation, ça va prendre 4 ans, ils vont avoir du mal à le prouver. Non, l'opticien, il dit, c'est plus simple, je renvoie mon truc de téléconsultation et téléexpertise, et hop, on recommence à travailler comme d'habitude. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai recul, et maintenant, donc moi, j'ai appelé du coup certains opticiens dans leur zone pour essayer de corroborer un peu les informations, ils m'ont dit, ah non, on a beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Nous, on s'est dit, on veut offrir un service aux patients en plus, parce qu'on a peur que si le voisin il l'a, on va avoir moins de patients, on offre un service en moins, et on se rend compte à perdre 20-30% de chiffre d'affaires, c'est trop dangereux, nous, on veut plus ça, et vu que les délais sont bas, on n'a pas besoin de faire ça. Et c'est vrai que quand j'ai appelé 13 centres et que 11 m'ont dit ça, j'ai calculé, ils voient 8600, ils font 8600 consultations par jour. Enfin, c'est 13 centres réunis. Donc c'est quand même un volume qui est modéré, même sur l'échelle de la France, mais quand même représentatif. Et je me suis dit, en tout cas, c'est une pratique qui devient de plus en plus fréquente, visiblement, sur les territoires, que moi, je ne pratique pas personnellement, parce que il n'y a pas de sujet, moi, il n'y a pas de sujet sur mon territoire. Mais c'est vrai que j'étais étonné de la proportion de jeunes ophtalmos qui se sont mis à faire ça, en réponse à cela. Donc voilà, après, encore une fois, c'est un retour d'expérience que moi j'ai pu avoir sur ce volume. Encore une fois, moi je ne donne pas d'indication, j'ai rien de particulier, le SNOF, l'Anjou, moi non plus. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est des pratiques locales qui se sont faites de leur propre chef, de manière totalement indépendante. Ils ne se sont même pas coordonnés entre eux, quoi. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment vous
est-ce que vous avez déjà eu des retours comme ça sur le terrain? Comment vous, en tant qu'opticien, vous avez eu des... Alors, on reviendra sur le sujet, on posera la question effectivement aux opticiens, parce que ce que j'appelle moi des espèces de plateformes d'interface entre professionnels de santé, parce qu'on en a également en orthopsie, maintenant vous en connaissez, vous en avez plusieurs, qui font l'interface finalement dans le cadre de protocoles ou de pseudo-protocoles, parce que parfois les critères ne sont pas respectés, on le sait tous, le patient il vient pour une conjonctivite ou pour une pathologie, et puis il ressort avec une ordonnance de lunettes, et puis souvent c'est interprété par un ophtalmologiste qui est souvent, moi dans la région, j'en avais un qui était en Guadeloupe, donc on est dans la même région de l'Hauts-de-France, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué pour assurer la continuité des soins et la territorialité, et souvent ces plateformes effectivement s'assoient sur l'ensemble des règles déontologiques principes. Et on a les mêmes plateformes d'interface, que ce soit en téléconsultation ou en pseudo-télexpertise, parce que je suis toujours embêté de parler de télexpertise qui n'a pas d'examen médical. C'est pour ça que je dis pseudo-télexpertise, parce que pour faire une télexpertise, il faut un minimum d'examen. Mais les jeunes aujourd'hui, quand toi se perçoivent, pareil sur la démographie, sur les choses comme ça, parce que parfois on a des discours... c'est bien, on va être trop nombreux en ophtalmo ou ce genre de choses. Alors, Thierry a montré que finalement, en termes de populationnel, en termes de médecins, on n'a pas de catastrophe. C'est vrai qu'on est devenu probablement très efficace en termes d'organisation. Donc, on a vraiment répondu assez facilement à l'accès aux soins. Il reste des territoires un peu complexes. Mais comment eux, ils le vivent? Est-ce qu'ils s'inquiètent pour demain, pour la démographie, pour ce genre de choses, ou ça leur va bien? Exactement, très bonne question. Les internes sont en panique. Ils se disent, on est beaucoup trop nombreux. Ils m'appellent tous, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est trop nombreux, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'initialement, il y a quelques années, on était... moi j'ai connu les ophtalmos qui travaillaient seuls, sans aide, etc. Ils voyaient 30, 40 patients par jour. Maintenant, ceux qui sont organisés en travail aidé, les orthoptistes, etc., ils ont plutôt 65, 70. Donc c'est vrai qu'à nombre de médecins ophtalmos constants, le fait de pouvoir en voir 2 fois plus par médecin, si on garde le même nombre, ils se disent en fait on sera peut-être trop nombreux. Et puis aussi avant, il y avait beaucoup d'ophtalmos qui n'opéraient pas, qui adressaient vers un ophtalmo-chirurgien. Maintenant tout le monde opère. Donc c'est vrai que du coup, pour le coup, maintenant il n'y a même plus ce côté où ophtalmo qui recrute puis ophtalmo qui opère. Et c'est vrai qu'ils ont une vraie peur en se disant en fait on va être trop nombreux. On voit bien quand on va remplacer. Ils disent moi je remplace à Paris, ma position elle est vide. Je remplace dans des villes de taille moyenne, elle est moyennement remplie. Il faut vraiment aller hyper loin pour une consultation qui est remplie. C'est ce que moi les remplaçants me disent les internes quand je les vois, etc. Et c'est vrai qu'ils me disent en fait, les délais s'effondrent dans les grandes villes. Ça c'est bien sûr. Dans les villes de taille moyenne, ils sont à 10 jours. Même quand on va très très loin, ça commence à baisser de manière très importante. Et ils me disent en fait, on va juste être beaucoup trop nombreux, quoi. Et donc du coup, même ils disent en termes d'efficacité chirurgicale, quand tu fais 1000 cataractes par an ou quand on fait 50, au bout d'un moment, en termes de volume, on est bon dans les actes répétitifs. Vous voyez, d'accord, si vous êtes si vous faites tout le temps la même chose, vous êtes meilleur que si vous en faites. Et c'est valable, mais pour tout métier. Et c'est vrai qu'ils s'inquiètent en termes de répartition du territoire. Et on voit bien d'ailleurs, tous les jeunes que j'ai appelés, ils ne sont pas installés dans des très grosses villes. Ils sont tous installés dans des villes de taille moyenne parce qu'ils savent que dans la très grosse ville, de toute façon, ils vont ouvrir un agenda, il y aura 5 patients, c'est fini, quoi. Donc en fait, déjà, ils vont dans les villes de taille moyenne et ils vont de plus en plus loin parce qu'il n'y a plus d'activité, en fait. Alors ce qui est rassurant, je ne réponds pas à la place des politiques, on n'a plus le sénateur, mais d'un autre côté, ce que Thierry pensait vraiment, c'est d'ailleurs on va aller vers les territoires. Enfin, je pense que Thierry, tu l'avais longtemps annoncé en disant que les gens vont se rapprocher. Par contre, effectivement, on a beaucoup d'activités nouvelles qui apparaissent. Je laisse répondre Thierry, parce que tu as une vision plus large des choses et qui, à mon avis, toujours la question elle est légitime. Moi, il y a 20 ans que je m'occupais de la démographie déjà ophtalmo. Mon angoisse, c'est qu'une part, on devait être moins nombreux, mais la population elle vieillissait un peu à même rythme qu'aujourd'hui, mais il y avait 400 000 personnes en plus tous les ans qui arrivaient. Et ça, c'est fini. Là, les prévisions de l'INSEE, c'est que la population française va soit rester pareille, soit diminuer dans les 50 prochaines années. Et là, les enfants, vous savez que les enfants, c'est une catastrophe actuellement. La démographie, les naissances s'effondrent. C'est un phénomène international. Ça va durer pendant probablement des dizaines d'années. Les adultes jeunes vont diminuer. La seule partie qui va augmenter, c'est les 75 ans et plus, qui actuellement représentent 10% de la population et qui feront 18% à terme. Et ils vont passer de 6 millions à 12 millions. Donc ça, effectivement, ça génère beaucoup d'activités. D'ailleurs, on le voit déjà depuis quelques années, beaucoup d'activités ophtalmo pour toutes les maladies chroniques, les interventions chirurgicales, et puis c'est les populations qui consultent plus souvent dans l'année que la moyenne. Donc en ophtalmo, en plus, effectivement, il y a quand même des territoires qui ne sont pas encore... il y a des chiffres qui vont sortir, mais on a bien vu sur les dernières années qu'en Bretagne, en Normandie, au Centre-Val de Loire, en Pays de Loire, c'est pas encore
l'idéal. Donc il y a une partie des nouveaux ophtalmos qui vont permettre effectivement d'absorber cette activité. Et l'objectif du pouvoir public, c'est qu'il n'y ait plus de délai quasiment partout dans toutes les spécialités dans 10-15 ans. Donc et il faut se mettre ça dans la tête. En plus, ces nouvelles offres qui apparaissent, entre sens, etc., elles n'ont pas de délai. Donc si vous voulez être concurrentiel avec cette offre-là, il faudra à l'arrivée ne pas avoir de délai. Ça sera la situation. Mais en plus, on travaille beaucoup actuellement en moyenne et il y aura une tendance, je pense, dans quelques années, à ce que les médecins travaillent un peu moins bien, un peu moins en nombre d'heures. Parce qu'actuellement, on travaille 50% de plus que le 50% de plus que le salarié, donc ce qui est beaucoup plus que la situation il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, on était à peu près à 48 heures par semaine, et la population est à 40 heures. Maintenant, la population est à 35 heures, on est plutôt autour de 55 heures. Donc il y a vraiment un hiatus qui augmente. Donc, et puis vous avez vu les chiffres sur les autres pays. Donc dans les autres pays, actuellement, ils ne se plaignent pas d'avoir trop d'ophtalmos, même des pays comme les pays scandinaves ou l'Australie, qui ont énormément augmenté leur nombre d'ophtalmos. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de soucis, mais c'est vrai que, par exemple, pour les orthoptistes, la question va se poser, puisque la population jeune va diminuer. Mais c'est vrai que les offres qui sont apparues il y a quelques années, que ce soit la téléexpertise chez les opticiens et les téléconsultations, là, on parlait ce matin des centres de santé qui y a un retard de la législation. Actuellement, personne ne sait où ils sont pas référencés. Les ARS ne savent pas où sont les cabines de téléconsultation. Les opticiens qui ont des contrats avec certaines plateformes de téléexpertise, on ne sait pas où c'est lesquelles. Donc tout ça, ça veut dire qu'on ne peut pas les contrôler. Donc ça, c'est pas normal. Et cette offre-là, elle arrive à un moment où on n'a pas vraiment besoin qu'elle arrive, quoi. Et donc il va falloir effectivement, je pense que faire le tri, c'est une solution effectivement que je n'ai pas au courant de ce que tu as dit, mais nous, on est en train de créer une équipe de soins spécialisée en Lorraine. Un des objectifs, ça va être de référencer tous les points où il y a une offre de santé visuelle et savoir si l'offre en question, elle est pertinente ou pas, quoi. Ok. On va revenir sur le sujet des plateformes que tu as lancé, effectivement, Ludovic. Alors, on va commencer par les orthoptistes, on viendra pour les opticiens. Vous, votre vécu de mettre une interface, alors, effectivement, il y a quelqu'un dans la salle qui disait tout à l'heure, ils étaient un peu choqués, le mot commercial, financier était un gros mot. Non, ça reste, voilà, on est quand même dans un monde capitaliste, donc à un moment, c'est important. Est-ce que vous avez, vous, des problèmes avec ces acteurs qui font l'interface, qui finalement ont souvent besoin de se rentabiliser, soit parfois de se revendre à moyen terme, parce que c'est souvent leur objectif final. Parce que ces protocoles, effectivement, on n'avait pas trop vu de dérive quand ça a été conçu. Moi, je suis arrivé bien après, donc pas de souci. Et là, on voit vraiment une espèce de grosse dérive. D'ailleurs, le RNM a failli disparaître, parce qu'en fait, effectivement, la DSS, pour eux, c'était 2/3 de mes usages. Donc ça a failli tomber carrément, parce qu'en fait, il n'y avait pas de capacité, effectivement, à contrôler, et c'était utilisé de manière totalement anormale, avec hors critères d'âge. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas tombé, on verra bien si ça reviendra, mais voilà, comment vous vivez, parce que c'est des protocoles qui sont intéressants, qui sont malheureusement parfois dévoyés. Pourquoi ? Alors, je dirais aux jeunes, et puis à toi, Mélanie, en tant que présidente, quel conseil que vous donnez aux orthoptistes quand elles rentrent dans ce genre de choses ? Le RNO pose pas de problème, je vais être clair. Le RNO, pas de sujet, c'est dans un cabinet d'ophtalmo, l'orthoptiste, l'ophtalmo, il n'y a pas de débat. Par contre, le RNM pose un vrai souci. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez, comment c'est en train de bouger chez vous. Je suis assez étonnée, en fait. C'est pas du tout un discours qu'on a eu ni ensemble ni depuis ces années sur le RNM qui pose problème. La DSS en plus c'était plus sur un côté financier, pas du tout sur mes usages. C'était parce que il se pose la question. Et c'est véridique, c'est-à-dire que quand je prends l'exemple de 35 ans, il y a 5 types d'accès pour avoir des lunettes dites à 5 tarifs différents. Donc pour la direction de la sécurité sociale et financière, ça les étonne un peu, ils aimeraient améliorer. Par contre, le mésusage, alors il y en a eu sur certaines plateformes, mais en fait, souvent c'était pas des orthoptistes, souvent c'était pas des ophtalmos, souvent c'était pas, ou ils étaient pas là, quoi, mais c'était pas, quoi. On a vu plusieurs fois que ça soit dans les centres de santé ou ailleurs que finalement l'orthoptiste, bien évidemment,
comme on l'a toujours dit, je l'ai toujours défendu, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Hein. En effet, quand tu gagnes, tu travailles 20 heures par semaine pour 10 000 euros, tu te doutes bien qu'il y a un loup. Mais la plupart des gens, finalement, ont eu... je suis plus souvent convoquée pour soutenir des orthoptistes à qui on a utilisé la CPS pendant les 5 années qui ont suivi, alors qu'ils avaient démissionné, plutôt que pour... donc c'est pas toujours le cas de la fraude à ce niveau-là, mais le RNM fonctionne. Le RNM, les protocoles, comme là où ça ne fonctionne pas, c'est la rétinopathie diabétique. Hein. Alors, ça, je suis d'accord, mais ça, c'est malheureusement un problème de communication, surtout sur les médecins généralistes qui n'ont pas saisi ce système-là. Mais quand les orthoptistes sont équipés dans des secteurs où il y a des besoins, ça fonctionne très bien. Ça reste un risque pour les orthoptistes parce que l'équipement reste coûteux et que pour le moindre souci, il faut se retrouver finalement à devoir soutenir cette location, ce prêt, tout ça du matériel que nos consultations de base ne peuvent pas soutenir. Donc il faut une activité très intense pour ça. Après, il n'y a pas... j'ai pas vu... c'est le RNM, donc dans tous les cas, il y a une lecture ophtalmologique. Nous, on a reçu un patient. Si la caisse, j'ai pas eu de retour non plus de problème où la caisse a eu des non-remboursements parce que ça allait pas dans l'âge. J'en ai jamais vu, donc je suis étonnée. C'est en train d'arriver en fait, mais par contre c'est demandé plutôt à l'ophtalmo. Donc aujourd'hui c'est en train d'arriver. Oui, mais c'est pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à l'ophtalmo effectivement qu'ils vont demander. Nous on commence à avoir. S'il y a une ordonnance derrière, l'orthoptiste elle a juste accueilli un patient et elle a vérifié. Alors, le problème de certaines plateformes, tu le sais comme moi, parce qu'on les était même sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y avait pas de lecture du dossier. L'ordonnance était renvoyée quasiment automatiquement, et encore une fois, c'était essentiellement géré par des plateformes commerciales. C'est-à-dire que ce n'est pas la relation du RNM entre l'ophtalmologiste installé et effectivement l'orthoptiste installé à 20 ou 30 km sur un territoire utile. Cela, on n'a quasiment jamais de soucis. C'est là où vraiment il faut faire la différence, c'est que le RNM comme il est ne pose pas de problème. Comme d'habitude, quand d'un coup ça s'est développé avec des systèmes, on a encore eu mon vice-président hier qui nous a appelé en disant eh ben voilà, encore un qui s'est retrouvé avec une patiente qui avait 8 dixièmes et 9 dixièmes l'année d'avant, qui n'avait jamais vu d'ophtalmo, pourtant qui a été reçue. Alors là, c'était en télécabine, mais qui avait été reçue, et aujourd'hui, elle revient avec 4 dixièmes. Et en fait, le problème, c'est quand on interroge cette patiente, elle dit oui, mais j'avais un numéro, si j'avais un problème, mais je ne savais pas vraiment qui c'était. Puis quand j'ai appelé le médecin, on ne savait pas. Donc en fait, c'est cette tournure comme ça d'accès à l'ordonnancier. Mais c'est pour ça que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va tomber. C'est pas possible que ça reste. Alors, je l'ai déjà dit ici, je l'ai redit, il y a quand même une inquiétude au niveau du ministère de la Santé, mais j'espère que ça va changer. On en a parlé tout à l'heure, comment c'est votre collègue, Dr Bullet, qui disait que les autorités avaient été beaucoup happées par l'accès aux soins. Et moi, j'étais dans le bureau du ministère de la Santé et on m'a dit texto, on est là pour écouter les Français veulent de l'accès aux soins, ils n'ont pas parlé de qualité. Quand on parlera de qualité ou de sécurité, on s'y intéressera. Voilà les propos que le ministère de la Santé m'a tenus quand j'ai parlé des dérives. Donc c'est vrai qu'il y en a, on a l'espoir quand même que ça tombe à eux, mais il est vrai que d'un point de vue, nous, on intervient maintenant dans les facultés de plus en plus, on fait beaucoup de webinaires avec... Il faut savoir que la fédération à côté fait un travail monstrueux, hein, on n'avait pas ça il y a quelques années. Hein. Donc ça fonctionne, on éduque, mais vous savez aussi combien d'orthoptistes qui ne sont pas vraiment orthoptistes, qui sont venus du Maghreb, à qui on leur a dit qu'ils pouvaient travailler ici, et qui travaillent dans les centres ophtalmo, dans des centres comme ça. J'en ai un paquet maintenant, on leur dit tout, et puis ils disent si, j'ai le droit de travailler en tant que technicien assistant ophtalmo. Donc et comme je suis orthoptiste, j'ai le droit de tout faire. Donc après, nous, aujourd'hui, on ne peut pas tout gérer. Et sur la formation de petits trucs, moi, il n'y a pas de souci si on prend la critique de la formation orthoptique. Mais si ça pouvait ne plus être que des ophtalmos qui gèrent la direction et l'organisation de la formation orthoptique, ça irait peut-être un peu mieux. Et donc ça, c'est aussi un problème. C'est le problème universitaire, ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas de débat là-dessus, hein. C'est la même chose pour les internes. Hein. On a explosé le nombre d'étudiants et on n'a absolument pas donné de moyens complémentaires aux organismes de formation. Enfin, et même à la fac, hein, aujourd'hui, le nombre de PUPH n'a pas augmenté, le nombre d'enseignants dans les écoles d'orthopsie n'a pas augmenté. Alors effectivement, il y a des gens plus ou moins appliqués, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on multiplie... Ok. D'accord, bon, et vous, les protocoles, par exemple, chez les jeunes, vous en pensez quoi ?
Parce qu'on attend le RNM rénové qui est pareil, qui est en stand-by, parce que c'est un peu compliqué. Et le RNM rénové, on ne s'était pas opposé, on était d'accord parce que ça allait sur une clarification. C'est-à-dire que, effectivement, ça devait s'appeler renouvellement optique ou orthopsie, mais pas consultation d'ophtalmo. Les critères d'âge, parce que toutes ces plateformes, elles avaient oublié qu'effectivement, c'était pas de la primo-prescription, c'était que du renouvellement optique. Donc vous voyez bien qu'en fait, ils s'asseyaient sur ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est bloqué, on verra bien où ça va avancer. Alors je ne sais pas comment vous voyez, vous, ces protocoles à votre niveau. Alors nous, en tant qu'étudiants, on a quelques cours dessus, je pense obligatoires même, parce qu'on a une UE qui est dedans. Nous, forcément, Alice, c'est Docteur Dédès qui nous a fait le cours, donc il était très complet, vous vous doutez bien. Dans les autres facultés, en revanche, j'ai pas de retour, donc nous, on travaille pas sur ces sujets-là au sein de la fédération. En revanche, je pense que la communication sur comment se passe un vrai protocole, quels sont exactement de A à Z, comment je peux prendre le patient, et surtout la déontologie et l'éthique qui va avec. On a quelques cours de déontologie, mais ils sont pas énormes globalement. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure, la formation elle est complète, mais pas faite. Je pense que de toute façon, nous, en tant qu'étudiants, on veut juste être encore plus informés, toujours plus, et répéter. Je pense que de toute façon, c'est comme ça que ça marche dans tout. Il faut répéter constamment quelles sont les règles, pourquoi on peut faire ça, pourquoi on ne peut pas faire ça, et comment je réadresse mon patient. Nous, de toute façon, c'est pour ça qu'on travaille avec les ophtalmos en stage, c'est pour ça qu'on a beaucoup de consultations avec. C'est parce qu'il faut qu'on soit complètement amène de pouvoir réadresser un patient. Il y a un signe qui est bizarre. Ok, il faut que je redresse le patient. Là, ça va pas. Les urgences, pas les urgences. Donc, de toute manière, répéter. Et nous, la formation, il faut qu'elle soit remodelée. Donc, à partir du moment où on remodèle la formation, là, pour le coup, on pourra remettre plus d'informations dedans. Ok. Cette fois-ci, on va donner la parole à Hugues en premier, si tu veux bien. Donc, 2 sujets. Votre avis, vous, sur ces interfaces entre guillemets, entre 2 professionnels de santé. Effectivement, vous l'avez signalé, vous êtes professionnel de santé. Moi, je pense que on rentre un acteur comme ça entre deux, je suis toujours un petit peu dubitatif. Je préfère des relations directes sur le territoire de chacun. Première question. Et la deuxième question, en ce moment, vous avez été effectivement un peu dans la ligne de mire. Tu l'as soulevé effectivement avec la publicité ou ce genre de choses. Alors, je sais que vous avez 2 avis un peu différents sur la publicité. Alors, nous, on n'est pas totalement opposés à la publicité. C'est pas le sujet. C'est la publicité incitant à la consommation. Ce qui nous pose un vrai problème pour nous, et vous me donnerez votre avis là-dessus, c'est des SMS. Voilà, vous avez une ordonnance qui est valide dans 2 ans. Si vous avez passé 2 ans, vous pouvez vous faire rembourser vos lunettes. Là, on n'est plus sur de l'information, on est sur de la consommation. Voire, on a trouvé pire, parce que maintenant, appuyé sur ces plateformes de pseudo-téléexpertise, vous pouvez même changer vos lunettes tous les ans en cas de modification optique, même sans ordonnance. Donc, c'est vrai que quand les pouvoirs publics ou les politiques qu'on a pu rencontrer reçoivent ce genre de SMS, on n'a même plus besoin d'en discuter. Mais par contre, pour vous, en termes d'image, qu'on parlait pour les centres de santé, c'est compliqué, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça renvoie une image un peu détestable. 2 sujets. Donc, oui. La publicité. Bon, la fédération s'oppose à la publicité commerciale. Si on veut faire, on ne s'oppose pas à la publicité informative. Et il y a une solution très simple pour cadrer la chose. C'est interdire la publicité commerciale. Et il se trouve qu'on a la SNAV qui existe. La SNAV a l'avantage d'être neutre. Et elle a toujours fait des campagnes de publicité d'information. Il ne faut pas confondre publicité et information. Campagne d'information, il n'y a absolument pas de sujet, bien sûr. Les enseignes, les fabricants adhèrent à la SNAV, alimentent une cagnotte et permettent à la SNAV de faire de grandes campagnes nationales sur le dépistage, le suivi, attention, les écrans, les enfants, les personnes âgées. Et là, il n'y a pas de sujet. Quand j'entends des arguments, j'avais un groupe de travail l'autre jour sur le réglementaire, 95% du groupe de travail, tu vois, j'ai pas fini de tout dire, 95% du groupe de travail traitait de la publicité. Est-ce que vous vous rendez compte? Si on arrête la publicité, on met en danger l'équilibre économique des régies publicitaires. Ça, c'est de l'argument, ça. Alors ça, si on commence à s'inquiéter du modèle économique des régies publicitaires, alors qu'on a du mal qu'on commence à regarder notre propre modèle économique avec l'explosion du nombre de magasins et le baisse de diplômés, on marche sur la tête. Aller voir les pouvoirs publics en disant « Vous vous rendez compte, vous aviez promis de faire de la publicité sur le 100% santé, vous n'en avez pas fait. » Oui. En disant ça, on est en train de reconnaître qu'on n'a pas besoin de publicité. Parce que sans faire de publicité, le 100% santé, aujourd'hui, c'est 20% des volumes. C'est les arguments, oui, mais alors, vous aussi, vous faites de la publicité pour des remises. Là, on est dans le commerce. Aujourd'hui, quand un patient rentre dans un magasin,
il a la même offre que de l'autre côté de la rue. Parce que tellement de magasins, que de toute façon, il suffit qu'il traverse ta rue en disant le mec d'à côté d'en face, il m'a fait une monture à 1 euro, à 20 balles, à 80 balles, et il a l'offre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on lit le projet de loi qui est sorti là, il faut s'y intéresser. Alors, il est tombé parce que le gouvernement est tombé, mais c'était un projet de loi qui était soutenu par Vautrin. Les complémentaires ont tout. On file tout. On file toutes les données de santé aux complémentaires. Et ça remonte jusqu'au prescripteur. Et là, vous voyez les éléments de langage du type pertinence de soins. Alors, nous, on l'avait déjà vu, ça. Ça s'est calmé. Mais on avait déjà vu des pertinences de soins avec des réseaux de soins qui nous disent non, pour cette correction-là, pas nécessaire de mettre tel type de verre. Est-ce que vous, demain, alors ça ne concerne pas que l'optique, hein, ça concerne l'ensemble du corps médical et paramédical, est-ce que vous, demain, vous ne risquez pas d'avoir, non, on considère que la cataracte n'est pas nécessaire. Il faut savoir que les mutuelles, aujourd'hui, chez les dentistes, demandent les radios panoramiques. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet sur la table de transfert des données de santé. J'aimerais voir les fabricants vent debout. Pas du tout. Parce que les fabricants, ça fait déjà un bon moment, et les enseignes, pour maintenir des flux dans leur volume, enfin les enseignes, les commerçants, il y a aussi des opticiens commerçants qui ne sont pas sous enseigne, mais pour maintenir leur volume, poussent aux conventions dans les réseaux de soins et s'engagent à fournir les données de santé. Voilà. Donc aujourd'hui, ça pose une vraie question éthique et déontologique. Et j'aimerais voir le corps médical bouger. Donc pour la publicité, la position de la fédération, c'est ça, faire de la publicité informative de prévention, il n'y a aucun sujet, la SNAV existe, elle est faite pour ça, donnons-lui les sous et les moyens pour le faire. Et alors en plus, je ne suis même pas parti pris en disant ça, parce que la fédération n'est pas membre de la SNAV. On va être le seul associé, voilà, on n'a pas de siège. Je te laisse la parole, sur la télé-expertise. Sur l'interface entre, voilà, au sens large, deux sujets. Il faut être sérieux. Et je rejoins les prescripteurs, et évidemment, un examen médical, c'est un examen médical qui comprend un certain nombre d'examens. Qu'aujourd'hui, évidemment, ces interfaces, quelles qu'elles soient, il n'y en a pas qui existent, qui offrent tous les éléments qui vous permettent de donner un avis. Donc, si on dissocie la téléconsultation, alors la téléconsultation, c'est un non-sens économique, et compte tenu du coût, devrait s'étioler, à mon avis, naturellement au fil du temps. Sur la télé-expertise, d'une certaine façon, ça va être plus compliqué parce que le coût est moindre, mais, et que surtout, ils ont maintenant une force de frappe économique qui est assez monstrueuse pour certains des acteurs. Mais je pense qu'il y a moyen de lutter contre ça. D'abord, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, même si effectivement il y a de plus en plus d'ophtalmos, même si les délais baissent très considérablement, et sur ces zones-là, la téléexpertise n'a plus de sens. Et donc les opticiens qui prennent cette téléexpertise, ils investissent dans du vent, en plus, il se trouve que effectivement les ophtalmos, vous êtes au courant qui fait ça, et vous avez plutôt tendance à ne pas envoyer chez ces opticiens. Il reste néanmoins un endroit en France qui reste des déserts médicaux. Il en reste, où il y a encore des délais longs, des régions. Moi, Saint-Malo, c'est pas une petite ville, Saint-Malo, hein, c'est 6 mois. Donc, effectivement, il reste des zones qui restent à traiter. Je pense que la téléexpertise peut être une solution, mais pas celle qui est pratiquée actuellement, qu'on ne se prenne pas sur mes propos. Une téléexpertise qui reste à coordonner entre nous, à créer, qui n'existe pas. Et j'ai présenté cet été au SNOF un ensemble de documents qui s'est basé sur sur les guides de bonne pratique édités par le CNPO. Donc vraiment, j'ai essayé de respecter au maximum enfin pas maximum, complètement les conditions de réalisation d'une téléexpertise que j'appelle moi protocolisée, c'est-à-dire en lien avec vous. L'idée est assez simple. Nous faisons l'ensemble des examens. Évidemment, on ne donne aucun avis. On vous les transmet bruts et par messagerie sécurisée, par DMP. Vous donnez votre avis et vous renvoyez au patient, et uniquement au patient, l'éventuel compte-rendu ou ordonnance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est d'ailleurs assez révélateur de ce que je disais tout à l'heure, c'est un exemple, c'est que c'était finalement une course à l'ordonnance qui se passe.
une course à l'ordonnance, parce que quand on a besoin d'ordonnance dans un magasin, il faut bien les chercher. Et donc c'est l'une des dérives commerciales que certains magasins ont tendance à aller chercher pour aller chercher de l'ordonnance, pour maintenir un chiffre d'affaires à la hauteur, parce que sinon, à force d'ouvrir des magasins, on n'a plus assez d'ordonnances. Ça, c'est une dérive qui est manifeste. Donc non, je ne supporte pas ces interfaces. Et le monsieur de la CNAM serait encore là, ou le sénateur serait encore là, je les mettrai face à leurs responsabilités, puisque lors du dernier comité de suivi du 100% santé, il y avait en face de nous, le ROF était présent, d'ailleurs Mélanie était présente aussi, je ne sais plus, à l'époque c'était François Braun. Ça commence à dater. Hein. Il y avait M. Fatome et M. Van Lennep, à l'époque président de la directeur de la DSS, et on a dénoncé la chose. On leur a dit, c'était en 2023, on leur a dit, il y a des dérives qui sont en train de prendre de l'ampleur. Si vous n'agissez pas maintenant, c'est plié. Ils n'ont rien fait. Et Dieu sait si nous, responsables syndicaux, on leur a envoyé des éléments à charge pour intervenir. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus? Pour une raison très simple que vous a donné le sénateur tout à l'heure. Plus il y a d'acteurs, plus il y a de concurrence, plus ça fait baisser les prix. Oui, mais non. Sur un marché fermé comme nous, opticiens, qui dépendons de vos ordonnances, eh ben, on a toujours 16 millions d'ordonnances réparties sur de plus en plus de magasins. Le marché n'est pas fermé. Enfin, il est fermé. C'est-à-dire que si on veut maintenir un équilibre économique, les prix ne baisseront pas. Et pour garantir des volumes, on s'acoquine avec des réseaux de soins qui, eux, aujourd'hui, font ce qu'ils veulent. Et sous prétexte de lutter contre la fraude, eh ben, vont chercher des données de santé dont ils n'ont absolument pas besoin pour garantir, pour appliquer les contrats. Absolument pas besoin. À aucun moment. Ils ne se sont pas mis en conformité depuis 2020. Depuis 2020, et la mise en place du 100% santé et les devis normalisés, ils ont accès au code regroupé. Pas au code LPP de nomenclature, qui sont trop fins sur la fourchette de correction. Mais il n'y en a aucun qui s'est mis en conformité. Et aujourd'hui, ils prennent en otage les garanties des contrats pour avoir les données de santé. Pour en faire quoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi en faire. Voilà, donc ça fait partie des sujets. Alors là, on dérive un peu de la question que tu m'as posée, mais c'est un vrai sujet qui, demain, du coup, nous concerne tous. Ok. Jean-François? Oui, alors beaucoup deux sujets. Deux sujets en un. Donc je vais commencer par la publicité. Je ne vais pas rebondir sur ce que je disais Hugues, je suis d'accord. Mais je vais compléter quelque chose, puisque en interne, comme je vous ai dit, j'ai toutes les enseignes dans notre syndicat. Il y a des dérives. Et je tiens à cœur, dans le cas de mon mandat, de travailler sur la déontologie et les règles pro. Et Rome, c'est pas fait en un jour, mais il faut qu'on arrive à modifier certains comportements. Je travaille très fortement dessus pour emmener, parce que la publicité, on en a besoin. Ça a aussi apporté un plus en France sur la régulation tarifaire, ça aussi, hein. C'est pas négligeable, mais je pense qu'il est temps que certains acteurs, comme voilà, on a le droit de prendre une part de responsabilité aussi. Il y a quelques dérives, il faut qu'on les contrôle. Et là-dessus, je m'y engage. Je ne sais pas si j'arriverai à tout, mais en tout cas, je m'engage à travailler. C'est un de mes axes très forts. Je vais répondre aussi au docteur Le qui nous interpellait sur sa vision des jeunes ophtalmos et qui a migré dans son discours sur la problématique sur les opticiens avec des pratiques en magasin d'opticiens. Et vous avez pris votre cas personnel. Je vais prendre un de mes cas personnels aussi. J'ai un magasin à Chemier-Mêlé, 1h15 d'Angers, au sud, 10 000 habitants, pas un ophtalmo, pas un orthoptiste. Et je décidais, en tant que président de syndicat, de faire aucune pratique de télémédecine. Je fais quoi? Je dois envoyer des patients à 1h30 de route, etc. Donc on a une complexité, et je suis en attente de Thierry Bourg qui nous dit bien sûr qu'à un moment on va en avoir, et des orthoptistes aussi, mais dans ce délai-là, que faisons-nous? Donc forcément, là aujourd'hui, et je vais rebondir sur un truc qui est très important, nous, syndicats d'opticiens, avons été très clairs dans nos messages sur ces méthodes-là. On n'est pas du tout en train de naviguer, on ne négocie, on ne navigue pas à dire non. La téléconsultation, elle est légale, on ne peut rien dire, comme vous. La téléexpertise, et on a eu des discours très clairs. Sauf qu'aujourd'hui, je vous invite, docteur Le, au prochain débat l'année prochaine, on va inviter un ophtalmo qui signe ses ordonnances, pratiquées par les téléexpertises. Et on le mettra, si on peut trouver un ophtalmo si qui tu trouves un ophtalmo qui vient, oui, ça va pas être facile. non, mais ça serait intéressant qu'on échange avec un ophtalmo qui signe combien de milliers d'ordonnances aujourd'hui dans un cadre illégal. Et je pense qu'à un moment, les opticiens ne sont pas que en défaut, c'est-à-dire qu'il y a des endroits en France, il n'y a pas de possibilité.
On combat ça, mais on ne peut pas combattre seul parce que, à un moment, on a un professionnel, un médecin qui a signé une ordonnance. Et vous avez aussi un gros problème là-dessus à régler. Et ça, le problème, c'est que nous, on ne peut pas agir là-dessus. Alors, je te réponds, Jean-François, juste sur le problème. Le Conseil de l'ordre s'est déjà positionné, puisqu'on a déjà des arguments, que ce soit dans le cadre de la téléconsultation ou de la pseudo-téléexpertise, et ça va avancer, mais comme disait Julien, le temps, il est très très long, en fait. Alors, les acteurs qui sont plus actifs, alors je comprends votre difficulté avec les réseaux de soins, parce que voilà, nous, on n'a pas envie d'y mettre le doigt, pas envie de travailler de cette façon-là, parce que je pense que c'est quand même très piégeur. Aujourd'hui, ils commencent à prendre le sujet en main, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être à eux, effectivement, ça va être à eux de dire à un moment, j'arrête de payer ce genre de choses, parce que c'est le sujet, il est là, parce qu'en fait, c'est pas le réseau d'ailleurs qui paye, c'est pas l'assurance, finalement, c'est le français, et en termes d'examen pour le patient, c'est un risque. Tous ces patients qui ont eu aucun examen médical avec une ordonnance qui est valide et qui est potentiellement renouvelable, et maintenant, on voit apparaître, on en parlait, des ordonnances signées par des généralistes. C'est ça. On en parlait avec justement de la fraude, le problème du généraliste, on se posait même la question si est-ce que le généraliste est au courant ou est-ce que finalement c'est pas du détournement de ses numéros professionnels. C'est peut-être voilà. Ce que je peux vous envoyer aussi là, une dernière nouveauté qui arrive très fortement, c'est les plateaux d'optique dans les pharmacies, avec publicité, vos lunettes pour 0 €, et qui signe, on en a parlé avec Vincent il y a 2 jours, sont des généralistes. Et nous, là-dessus, ce ne sont pas des opticiens, ils ne sont pas déclarés, c'est des pharmaciens qui s'y mettent. À un moment, il va falloir qu'on arrête. Je veux bien qu'on parte dans tous les sens, mais on ne peut pas avoir... C'est compliqué, et on travaille là-dessus. Et il y a un véritable engagement de notre part de travailler sur ces solutions. Et la solution, c'est le CNPO. Madame Kochner, professeur Kochner, a édité un document. On doit travailler, et je rejoins, et pour dire que les opticiens ne sont pas toujours en guerre, et au contraire, on travaille sur la même direction, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions pour contrer le reste. Si on ne travaille pas là-dessus, on n'arrivera pas à contrer des choses qui arrivent en masse et qui sont compliquées pour nous. Et même nous, ça nous gêne aujourd'hui. Moi, je suis contre ce que des ordonnances soient fabriquées en masse n'importe comment. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de continuité territoriale, il n'y a pas de suivi de soins. On peut pas rester comme ça. Mais il faut qu'on bosse. Le deuxième sujet, c'était... Non, et le deuxième, j'ai traité que la pub là. Non, pour traiter la pub, tu as traité les deux, les plateformes en même temps. Tu m'as répondu. Donc, mais c'est vrai, en fait, je pense que c'est inquiétant pour tout le monde. De toute façon, c'est ce qu'on parlait des centres de santé. Aujourd'hui, la force publique, la plupart du temps, ce qu'ils comprennent, c'est la sanction collective. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'aujourd'hui, ce qui est poussé, on entend, c'est le renouvellement optique à 3 ans, voire à 5 ans, ce genre de choses, voilà, sortie. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, un autre sujet qui pourrait être intéressant, parce que j'ai entendu parler tout à l'heure, Mme Homberg parlait de contacto. On a quand même aussi, moi ce qui me toujours très étonné, une différence de chiffres entre effectivement la contactologie, après on terminera là et puis on laisse passera la question. Tu as des questions, Pierre, je suppose ? Bon, donc on passera à Pierre. C'est juste votre avis, cette espèce de séparation entre finalement ce que ça coûte la contactologie et ce qui est réellement fabriqué. Sur les fabricants, je pense qu'ils seraient ravis effectivement d'avoir effectivement autant de ventes que ce qui est prescrit. Parce qu'aujourd'hui, on a quasiment un gap qui est de 25 à 30%. Donc on voit bien, et les plateformes dont on parle, la plupart maintenant, dont certaines proposent carrément l'option, vous achetez, entre guillemets, une ordonnance de lunettes à un tel tarif, une ordonnance de lunettes et de lentilles à un autre tarif. Et pour discuter avec des assureurs, aujourd'hui, ils voient des familles entières de 3 ans, 5 ans, 8 ans pour les enfants, les 2 parents, repartir avec des ordonnances lunettes lentilles, en fait. Alors, effectivement, il y a la Contacto est une base de fraude réelle. Nous avons proposé à la CNAM alors pourquoi ? Parce que simplement, quand un patient commande, il vient chercher sa boîte, il paye et il n'y a pas d'acte de télétransmission avec la Sécu. Ce que nous avons proposé à la Sécu, pour l'équipement, et a fortiori pour la Contacto, c'est que pour l'équipement, quand il vient chercher son équipement, il y a présentation obligatoire de la carte vitale. Et pour la Contacto, la création d'un acte à 1 centime, c'est pas compliqué, hein. Et quand il vient, le patient, il présente sa carte vitale. Et 1 centime pour la Sécu. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que d'abord, le patient, il est au courant. Voilà. Et que c'est télétransmis à la Sécu, puis à la mutuelle, et la mutuelle peut prendre en charge. C'est un moyen assez simple et assez peu coûteux, finalement, de commencer à lutter contre la fraude sur la base de la Contacto. Après, j'aimerais beaucoup que, concernant la lutte contre la fraude, nos amis fabricants se jettent dans la bataille. Que ce soit les Contacto, les labos de Contacto, que ce soit les verriers. Aujourd'hui, on a un blocage des fabricants sur la lutte contre la fraude. Il y a un système qui existe depuis 1 an, qui tourne, qui est super. Et aujourd'hui, tout ce qu'on m'oppose, c'est est-ce que vous avez un verrier ? Quand je dis ce qu'on m'oppose, on parle des mutuelles, des OCAM,
qui viennent me dire votre système il fonctionne, il est super, il est génial, il coûte rien à personne, zéro, à personne. Et est-ce que vous avez un verrier? Non. Voilà. Ils sont au courant, la solution a été montrée publiquement il y a 1 an. Donc la profession aujourd'hui fait blocage, la filière fait blocage sur la mise en place d'un système de lutte contre la fraude. C'est honteux. Mais c'est comme ça. Et je ne vais pas aller leur tordre le bras, j'ai pas de moyens. Donc aujourd'hui, ça c'est sur la partie contacto. Oui, il y a effectivement des solutions assez simples, mais oui. Important, parce qu'en fait, on peut faire un lien avec la première table ronde de ce matin. Vous avez entendu, nous avions l'avocat, c'était très intéressant, c'est l'échange sur la fraude. Et la fraude est un véritable enjeu pour notre profession. Elle est en image, quoi. Elle est très importante parce qu'elle nous empêche d'avancer et c'est un véritable sujet. Et on ne va pas rentrer en discussion sur ces sujets-là ce matin, mais pour vous dire, les opticiens viennent d'investir. Et donc je suis venu voir le monsieur de la CNAM qui est en charge de la fraude pour lui dire qu'il y avait un gros problème, parce que je rejoins Hugues et c'est un véritable souci. Nous avons investi, notre profession a investi sur la fraude, de l'argent pour mettre en place des solutions pour contrôler notre profession. Il n'y en a pas beaucoup. Je fais le tour des ministères, budget, ministère de la Santé, tout le monde a les yeux ouverts en disant on transfère les trucs parce qu'en fait ils se disent montrez-nous qu'il y a une filière qui est capable de se structurer et nous sommes bloqués. Pourquoi ? Parce que je vais aller un peu plus loin sur ce que disait Hugues. Pourquoi nous sommes bloqués par des gens que nous avons vus en photo ici, là, les fabricants ? Parce qu'en fait, derrière, nos solutions prônent la transparence totale et surtout ne plus avoir d'échange de données de santé. Et l'avenir, c'est la data. Donc en fait, aujourd'hui, on est bloqué par des gens parce qu'on va leur empêcher d'avoir de la data, des données de santé. Nous sommes respectueux, nous mettons en place des solutions. Il peut y en avoir plusieurs, c'est pas un problème. Le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire tourner parce que nos partenaires nous empêchent. Donc c'est complètement frappadingue. Pourquoi non ? Alors aussi, sur la pub aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une convention CNAM, on doit signer une convention CNAM pour ouvrir un magasin, on n'a pas le droit de faire de pub. Mais on n'est pas contrôlé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ces dérives-là aussi. Et sur le problème de la fraude, je rappelle que le remboursement de la Sécu, c'est 5 centimes, une paire de lunettes. Et en fait, aujourd'hui, vous avez entendu ce matin, ils n'ont pas beaucoup de personnes. Alors vous imaginez bien, nous qui avons des budgets extrêmement minimes à la Sécu, sur les milliards de budget de la Sécu, l'optique et les opticiens, on n'est rien. Donc en fait, ils n'arrivent pas à mettre en place du contrôle. On n'est pas contrôlé suffisamment. Je te rassure, pour avoir discuté également avec lui. Enfin, Monsieur Balinier m'avait dit, moi, quand je lui ai présenté mon système de lutte contre la fraude il y a plus d'1 an, il m'a dit les opticiens, c'est génial, ça fonctionne, c'est super. 5 centimes, rien à foutre. Non. Mais en fait, là, il vient de changer d'avis. Parce qu'effectivement, on a discuté en aparté, parce que ce n'est pas le sujet de l'optique. Je lui ai demandé de rester, parce que ça pouvait être intéressant qu'il soit là. Aujourd'hui, ils viennent de se rendre compte que quand même, effectivement, tout simplement, par les complémentaires santé, par ce genre de choses, ça commence à leur coûter. Et là, aujourd'hui, ils sont sur une somme qui a explosé. Et donc, aujourd'hui, c'est un sujet... Et comme ils ont appris à le faire avec l'audio, ils vont s'en saisir. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais jusqu'à présent, il dit, c'est vrai que ça ne représentait rien en termes de volume, mais ça commence à représenter du volume. On va juste voir ce que vous en pensez, vous, pour la Contacto, pour les plus jeunes. Pardon, je finis sur la CNAM. Quand on leur parle de la pub, ils disent en fait ça ne nous concerne pas non plus pour une raison simple, c'est que celui qui signe la convention CNAM, c'est l'opticien, c'est pas l'enseigne. Qui fait la pub, c'est l'enseigne, c'est pas l'opticien. Et donc évidemment, finalement, ils se sentent pas concernés, ou alors c'est l'opticien qui indirectement bénéficie évidemment de la publicité de l'enseigne nationale qui va être sanctionné. Donc il y a une espèce d'injustice qui retombe sur l'opticien qui finalement, c'est pas qu'il n'a rien demandé, mais qui est pas lui qui a signé, qui a payé. Oui, okay. Mais ils s'en passeront. Je ne sais pas si Mélanie, et après je te passe en 30 secondes, 30 minutes pour la Contacto. Oui, la Contacto, c'est un sujet qui prend du temps chez nous parce que entre la sortie du décret, puis après de l'arrêté, et puis voilà, et la formation mise en place et ainsi de suite, ça prend du temps, ça démarre. On a un réel problème sur le forfait, en fait. C'est clairement, on peut difficilement faire un soin acceptable, en faisant du bénévolat, mais à 20 € 03, équiper le patient, lui apprendre à les mettre, vérifier que c'est bien la bonne taille, ainsi de suite, ou le faire revenir s'il y a un souci. En fait, on est limité à un acte de 20 € 03 par an, donc c'est un peu compliqué. Donc, ça va se développer sur
des dépassements ou des hors nomenclature, et je trouve ça bien triste en fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'arrive pas à positionner des actes qui font partie du soin, mais qu'on soit obligé de créer un acte hors nomenclature pour poursuivre. Mais ça prend, les orthoptistes sont demandeurs. Et les patients beaucoup, parce que c'est vrai c'est difficile de trouver aujourd'hui des contactologues. Ça bouge. Nous, on a regardé, la jeune génération est en train de s'y intéresser. Il y a eu un trou, ma génération, mea culpa. Mais effectivement, il y a de nouvelles jeunes générations qui s'impliquent. Ludovic, aujourd'hui, ça fait partie d'une prise en charge globale. Et la jeune génération s'implique sur un truc un peu plus large. Et c'est vrai que la génération comme la mienne, qui est arrivée à une période un peu plus compliquée, à un moment, il y a de faire un peu des choix sur ce qu'on s'orienter. Et par contre, la jeune génération se réimplique et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que en fait, ça va rebondir en fait, sur ma dernière intervention, que j'avais une petite question, parce que ça rentrait vraiment sur l'avenir de la profession. C'est-à-dire qu'en effet, on entend beaucoup la jeune génération qui fait de plus en plus revient sur... pas toute la pédiatrie quand même très spécifique, mais sur la contactologie, sur une organisation pour les lunettes et ainsi de suite. Donc de plus en plus d'ophtalmos, de plus en plus d'orthoptistes. Moi, d'un côté, je vous présente que quand même, si on arrive à faire tout ce qu'on peut faire en orthoptie, ça va quand même pas... On aura besoin d'orthoptistes parce qu'on ne peut pas tout faire. On a parlé des EHPAD avec les opticiens, du dépistage, donc il y a plein de choses. Mais moi, j'aimerais bien avoir quand même une réponse qui va nous concerner tous les deux. C'est l'avenir que les ophtalmos ont sur notre présence chez vous, vu par exemple l'intervention de cet après-midi, qui peut tout faire, le champ visuel, les réfractions, les topos, tout ça. Je t'invite à venir, je pense que le truc sera extrêmement carré, réglementaire, et effectivement, c'est clair. Mais non, mais comment, moi, c'est pas le problème, c'est comment vous voyez aujourd'hui l'organisation d'un cabinet, si on a été plus nombreux, on a été pour faire de l'aide de consultation, et après, vous vous dites, finalement, on a trouvé autre chose, moins rémunérateur. C'est l'équipe pluridisciplinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, les aides dans beaucoup de cabinets sont payées à peu près au même salaire, que ce soit des infirmières ou que ce soit autre chose. Les assistants médicaux sont un peu en dessous, ils ont des décrets de compétences plus restreints. Ils n'ont pas de décret de compétences, les assistants médicaux. Oui, mais il n'y a pas grand-chose. Le décret est limite. Donc, l'équipe pluridisciplinaire est un truc important, et je vais être une réponse un peu caricaturale. Au moment du Covid, les seuls qu'on a vu rester dans nos cabinets, c'était les infirmières. Parce qu'en fait, alors, ça, c'est toujours particulier, parce que moi, les seuls qui ont fermé chez moi, c'est les ophtalmos. Et pour la petite histoire, si on a eu l'accès direct, c'est parce que la conseillère de... C'est Marseille. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout. Si on a eu l'accès direct, c'est que le conseiller d'Olivier Véran à l'époque, son beau-père a été refusé dans 2 cabinets d'ophtalmologie. C'est un orthoptiste qui l'a reçu pendant le Covid. Peut-être qu'en libéral, c'était différent. Non, mais c'est parce que... Donc, les petits exemples, mais je trouve qu'aujourd'hui... Je te réponds. C'est une vraie question de voir comment... si on veut voir l'avenir, les télécabines, c'est une chose, ça fait très penser au centre de santé. Mais comment, nous, aujourd'hui, on doit se positionner si on part sur la contactologie, finalement, vous allez en refaire. Les déserts médicaux, on n'arrive pas à y être, finalement, il va y avoir les opticiens. Il y a un moment où moi, je veux bien faire l'effort de travailler en équipe, mais comment vous voyez notre travail? Parce que ça devient peut-être compliqué pour nous de se dire que... le salaire, c'est l'infirmier, on n'a pas du tout le même décret de compétences, la formation, pas du tout, et on a des possibilités de faire des choses. Moi, si demain, vous me dites... Notre volonté, c'est de sortir les orthoptistes des cabinets d'ophtalmo. D'ailleurs, on le voit très bien. Moi, c'est pas que ça m'arrange, mais je vais travailler autrement. Non, mais en aucune façon. D'ailleurs, moi, je pensais que ça allait partir sur ça, sur l'avenir. Non, mais en aucune façon, pour plein de raisons, puisque de toute façon, on le voit déjà en termes de chiffres. Après, il faut vraiment qu'on donne la parole à Pierre. Je te laisserai Ludovic. En aucune façon. Par contre, l'équipe pluridisciplinaire, pour nous, elle est indispensable. On a maintenant des unités de stérilisation dans nos cabinets. C'est le métier de l'infirmière. Des choses de nettoyage, de stérilisation, elles savent faire. Donc, non, mais il y a plein de choses qu'elles peuvent faire. Le discours non. Les assistants médicaux, c'est sur Internet. Le secteur 1, comment prendre l'assistant médicaux pour avoir l'infirmier ou un orthoptiste. Non, je pense qu'il faut faire attention à ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Les gens racontent parfois des bêtises. On est très rigoriste, effectivement, sur ce que les gens peuvent faire ou pas faire. On est rentré dans une période extrêmement compliquée avec les orthoptistes qui, effectivement, à un moment, allaient essentiellement dans les centres de santé. Et effectivement, l'AMY, le cumul de cotations a généré, pour des gens qui détournaient l'AMY, un détournement effectivement de ces actes. On avait prévenu quand on a fait apparaître cette AMY 8,5 à ce moment-là, on a d'entrée de jeu annoncé que c'était une catastrophe et qu'on ouvrait une boîte de Pandore. Et de mémoire, il y avait 400 000 € prévus, ça a été 20 millions d'euros effectivement d'entrée de jeu, et ça a généré un modèle qui n'était pas
tenable pour des gens raisonnables. Et donc aujourd'hui, c'est en train de s'assainir, et aujourd'hui, il n'y a pas d'effondrement d'orthoptistes. En fait, on a très bien vu dans l'évolution des orthoptistes dans les cabinets, ça continue de se progresser. Ça a juste stagné à l'augmentation quand les centres de santé se sont multipliés. Et là, aujourd'hui, les centres de santé sont en train de se calmer. Le nombre d'orthoptistes revient dans les cabinets. Donc le partenariat, il sera toujours le même, il sera toujours là. Maintenant, l'évolution de la profession médicale et de la paramédicale, elle est sur une équipe pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, on a, comme dans nos blocs opératoires, on a des brancardiers, on a des infirmiers, on a des anesthésistes, on a des infirmiers anesthésistes, voilà. Et ça fonctionnera du même idée. Le fait de se structurer en cabinet va se structurer avec toutes ces professions, et c'est plutôt une richesse pour tout le monde. Moi, je rejoins, quand j'échange avec justement les mêmes jeunes installés qui sont très contents de l'augmentation du nombre d'orthoptistes, parce qu'ils se disent, moi, à un moment, ils sont tous partis dans les centres de santé, ils étaient payés 4 500, 5 000, moi je pouvais pas m'aligner, c'est pas possible, sans frauder, tu peux pas. Donc en fait, 4 000, 5 000 net, c'est 10 000 euros chargés, c'est impossible. Donc du coup, elles sont toutes parties, donc nous on a dit, on n'a plus rien, du coup on va prendre des infirmiers, on va prendre du personnel, parce que pour suppléer, sinon on peut plus consulter, parce qu'ils étaient habitués à travailler en aidé. Et du coup, là, il me dit c'est super, parce que depuis que maintenant les centres de santé frauduleux ils ferment, on a de nouveau des nouvelles candidatures d'orthoptistes, et on est ravis de travailler avec les orthoptistes parce qu'ils ont des compétences en effet légitimes au de votre formation, qui sont en effet un vrai atout pour le centre. Et maintenant, ils ont de nouveau des orthoptistes qui reviennent dans le cabinet, et ils me disent c'est super, parce que vu qu'on a une grosse augmentation d'orthoptistes, on va de nouveau pouvoir réembaucher des orthoptistes au sein du cabinet. Mais bien sûr, à des salaires logiques, pas aux salaires qu'il y avait dans les centres de santé qui étaient intenables, bien sûr. Non, mais non, c'est pas le SMIC. Mais non, c'est pas le SMIC. Non, ça c'est du brut. C'est du brut. Voilà, ça dépend si on parle en brut. Mais donc du coup, en fait, voilà, du coup, les jeunes se disent, finalement, il y aura du coup, mais voilà, c'est juste plus il y a du nombre d'orthoptistes qui remontent, plus justement ils pourront revenir dans les cabinets. Donc, ça plutôt d'un bon œil. Mais c'est juste ça. Mais donc du coup, c'est plutôt vu d'un bon œil, et il n'y a pas de souci. Ah non, mais c'est extrêmement clair. Les orthoptistes sont venus voir monsieur. Ça a été une des questions qu'ils nous posaient. Ils disaient, est-ce qu'on va pouvoir savoir un peu l'avenir? Parce que augmentation d'assistants médicaux. Prends le micro. Mais non, mais très clairement, en fait, pour répondre à l'orientation de l'avenir, la réponse, elle est clairement. 5 minutes pour les questions, et puis on va les faire manger. Merci. Donc, la réponse, elle est extrêmement claire. Les orthoptistes sont effectivement prioritaires dans nos cabinets, et on est tous demandeurs en priorité dans nos orthoptistes, dans nos cabinets. Maintenant, dans des choses qui sont raisonnables. Après, si effectivement on n'en a pas là, il faut bien qu'on se tourne vers d'autres choses, et aujourd'hui, on n'en est plus là. Et aujourd'hui, les CV n'arrivent pas dans nos cabinets pour la plupart d'entre eux, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des orthoptistes qui sont en train de remonter, et alors soit qui quittent des centres de santé parce qu'ils ont été fermés, soit effectivement parce que c'est une profession, ça leur permet de faire les deux. Moi, je suis très attaché, je pense, au mixte, mais qui n'est pas simple à organiser en tant qu'employeur et en tant que libéral. Donc, c'est vers ça, probablement, qui sera plus intéressant, parce que ça permet à tout le monde de s'épanouir. Mais c'est un modèle économique pas simple et juridique à structurer. Ouais. Chloé, vous jouez puis après... Moi, c'est juste pour terminer sur une note d'optimisme. Notre Premier ministre, même s'il ne va pas survivre longtemps, n'en sait rien, il était en déplacement aujourd'hui sur le thème de la santé. Il vient d'annoncer un réseau France Santé d'ici 2027, une offre de soins accessible à moins de 30 minutes des patients. Bon. Donc ça nous engage à travailler tous ensemble. On ne sait pas s'il restera, mais en tout cas, ça peut nous engager sur une bonne voie. Chloé ? Nous, je voudrais surtout qu'on dise, maintenant, en stage, on voit qu'on est de plus en plus formé par des infirmiers, par des aides médicaux. Nous, on veut surtout être formé par des médecins, par des orthoptistes, pas par l'infirmière qui fait la réfraction à l'hôpital. Je suis désolée, mais pour moi, une infirmière, ça doit être au bloc, pas en train de faire notre métier en réfraction. Surtout quand on est encore étudiant ou étudiante, on a envie d'avoir un modèle par rapport à notre profession. Voilà, c'était juste le petit détail en supplément. Les stagiaires chez nous ont l'air d'être ravis. Alors pour ma part, ma foi, des questions, il va peut-être pas y en avoir beaucoup parce que vous n'aurez pas le temps d'y répondre. Je vais faire quand même quelques commentaires parce que effectivement, ces discussions sont passionnantes entre nos trois professions. Quelques commentaires par rapport, d'abord avec les opticiens, mais enfin non, avec tout le monde. Les échanges et la collaboration, tout le monde y est favorable. Le fait de pouvoir travailler avec des messageries, c'est certain que ça nous sera très utile. Et on est content d'apprendre que les ophtalmos sont assez efficaces dans ces échanges, comme l'a présenté tout à l'heure Hugues Vernet. On ne peut pas nous jeter la pierre à aucun des trois os.
Les boîtes, les messageries sécurisées relevaient littéralement de la préhistoire il y a encore quelques semaines. Aucune était interopérable entre elles, on ne pouvait pas discuter entre nous, c'était la croix et la manière. Là, elles sont devenues interopérables et je pense qu'on devrait pouvoir faciliter ces échanges. Et on voit d'ailleurs arriver sur vos ordos des adresses, des mails messagerie sécurisée. Donc je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère. Voilà. Oui, mais ça c'est sûr. Mais on n'a pas été aidé du tout jusqu'à maintenant, je suis bien d'accord. Globalement, il y a quand même une très forte opposition de la salle, évidemment, à ce qui était l'expertise, mais même aux téléconsultations dans les magasins, puisqu'on ne comprend pas, quand il y a des endroits où il n'y a pas de délai, qu'il y ait des magasins qui proposent des téléconsultations. Ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. La question, ce serait éventuellement que, mais ça concerne peut-être plus le Conseil de l'Ordre, mais un peu tout le monde, que soient répertoriés les médecins dans chaque département, là où ils interviennent dans une télécabine ou dans une téléconsultation. Mais Thierry a évoqué effectivement le fait de répertorier toute cette activité globale. Il y aura une question qui reste en suspens, mais le SNOF essaye d'y répondre régulièrement dans la ROF, dans la revue du syndicat. C'est quels sont et sur la liste sur Oftalis, quels sont les leviers concrets pour agir par rapport à ces dérives observer comment je réagis par rapport. J'écris à mon conseil de l'ordre, j'écris au SNOF, etc. Voilà. On a souvent fait, que ce soit dans la ROF, dans ce chose. Après, il faudrait peut-être refaire, mais effectivement, il y a des lettres effectivement type pour interpeller le conseil de l'ordre, l'ARS. Voilà, pas de sujet. Alors c'est vrai que les confrères le demandent, on les accompagne quand ils le font, mais c'est vrai que ça fait souvent très très peur. Voilà, je viens maintenant vers les orthoptistes. Une des questions, mais c'est pareil, le SNOF essaye d'y répondre aussi assez régulièrement à travers la ROF ou d'autres réponses possibles, c'est la difficulté de travailler avec des orthoptistes libéraux au sein du cabinet par rapport au redressement possible de l'URSSAF. Mais bon, ça, on essaye d'y répondre de temps en temps. Je vais répondre rapidement. C'est toujours pareil, le salariat déguisé, c'est un vrai problème et on revient effectivement sur ce financement de ce genre de choses et on a maintenant des collègues qui se font embarquer, mais tout simplement parce que c'est un abus de cumul. On a une collègue, 93% des patients, il y avait un acte orthoptiste en commun avec l'acte ophtalmo. C'est indéfendable, c'est très clair. Tout à fait. C'est juste pour ajouter, c'est que nous, au niveau du SNAO, on n'est pas complètement contre, mais c'est à des tout petits temps. C'est essentiellement, par exemple pour les champs visuels, des choses comme ça, essentiellement pour la protection, parce que là, on a eu 2 collègues qui ont refusé de faire du vision des couleurs à 100% des patients. Donc l'ophtalmo, ils étaient en libéral, elle leur a dit merci, au revoir. Et elles se sont retrouvées, alors qu'elles faisaient 80% de leur temps, sans protection sociale, sans rien, libéral, mais sans locaux, sans patients, sans rien. Donc c'est vraiment pour éviter un risque de droit du travail. Alors, il y a des propositions. La salle est sensible aux difficultés de stage pour les étudiants en orthopsie. La question, c'est comment les libéraux peuvent aider, peuvent proposer des terrains de stage pour les étudiants en orthopsie. Est-ce qu'il est même possible d'envisager de travailler sur un tutorat ou un mode de financement des études? Alors, ça existe, on a des stagiaires avec nous, j'en ai une lundi avec moi au bloc opératoire, donc elle ne va pas intervenir, mais elle va regarder, parce que c'est intéressant effectivement qu'elle puisse voir. Ça se fait effectivement avec le responsable de l'école. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus ouvertes que d'autres. Ce que disait effectivement Chloé, c'est vrai qu'on est souvent embêté parce que parfois les terrains de tas sont longs. Il faut des orthoptistes pour les accompagner, ce que je rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, les orthoptistes doivent être encadrés par des ophtalmos et des orthoptistes. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, entre guillemets, ils ne doivent pas être là pour faire du presse-bouton. Et certains endroits, en fait, entre guillemets, ils les gardent parce que pour eux, c'est des petites mains, tout simplement. Et on n'est pas des presse-boutons. C'est surtout qu'en fait, en stages libéraux, c'est très départementaux spécifiques. Par exemple, à Nantes, ils viennent tout juste d'instaurer les stages en libéral, ce qui n'est pas normal. En orthopsie libérale, pardon. Et ils ont 2 semaines en 3e année. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué de s'engager dans une pratique libérale si on n'a vu que 2 semaines de stage en 3e année. Nous, à Lille, on est bien équipés pour le coup, on a pas mal de stages en libéral, mais c'est comme tout, la FFEO se positionne sur le souhait d'avoir des maîtres de stage formés. Nous, on ne veut pas aller dans l'orthoptiste du village et qu'elle ne sache pas prendre en charge un étudiant. Enfin, il y a quand même des choses à
à respecter dans le partage, dans l'enseignement. On est orthoptiste, on n'est pas enseignant, hein. Donc il y a quand même des petites limites. Mais c'est vrai que nous, en tant que fédération, on prône le stage en libéral parce que de toute façon, notre pratique est quand même très enrichissante et il faut découvrir toutes les possibilités de stage. Et pas faire comme à Nantes où il y a une grande majorité de stages, si je ne dis pas tout d'ailleurs, de stages hospitaliers durant toute leur formation. Oui, donc ça dépend un petit peu des écoles, effectivement. Juste, je rajoute, oui, parce que moi, par exemple, à Marseille, ça fait 15 ans qu'on fait plus de 3 mois de libéral en stage. Mais par contre, il existe quelque chose, hein, déjà la collaboration, vous le trouvez sur le site d'Amélie, c'est une convention qui existe pour les ophtalmos. Vous pouvez engager un étudiant orthoptique tant que vous avez un orthoptiste dans votre cabinet. Et en fait, il y a même une rémunération. Il faut quand même pas pouvoir, c'est pas non plus exploser. Ce qui s'est passé, c'est que souvent l'orthoptiste étudiante était isolée dans une pièce et augmentait énormément le patient. Donc ça pose problème. Mais vraiment, ça peut être une aide et il y a vraiment quelque chose qui existe sur ça. Donc il faut juste en emparer. Dernière question. Comment est-ce qu'on peut expliquer, c'est une question pour les orthoptistes et pour les ophtalmos, je pense, que les orthoptistes travaillent quand même énormément avec des généralistes et des pédiatres, parfois plus qu'avec des ophtalmos? Moi, je fais partie de ce cas. Mes prescripteurs sont plus généralistes, ORL, neuro. J'ai très peu de prescripteurs ophtalmos. Et c'est quoi les raisons? Parce qu'ils sont suivis à la base par l'ophtalmologue, que la vision, la partie pathologique anatomique va très bien. Et je suis spécialisée dans la déficience visuelle, donc je travaille essentiellement avec des enfants qui sont suivis dans des centres médico-sociaux et ainsi de suite. Ou alors, ce sont des enfants énormément qui ont des troubles des apprentissages, des multidys, des troubles de la lecture, des choses comme ça. À partir du moment où l'ophtalmo a vérifié, bien évidemment, on a toujours fait vérifier la partie visuelle, pathologique, anatomique, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où tout va bien, il n'a pas toujours besoin de lunettes. Nous, on le suit. Après, tous les 3-4 ans, on lui dit maintenant c'est parti, on retourne voir l'ophtalmo. Nous, on vérifie que l'acuité va bien, tout ça. Mais mon interlocuteur n'est pas l'ophtalmo. Et d'ailleurs, dans la convention médicale qui a été signée et un peu retardée, vous avez le pédiatre et le généraliste à une cotation plus élevée s'il est adressé par l'orthoptiste. C'est-à-dire que si j'adresse un patient au pédiatre parce que, suite à un dépistage, parce qu'il a vu l'ophtalmo, et les parents disent il y a un problème, tout ça, non, tout va bien, allez voir l'orthoptiste. Si là, moi, je vois que c'est un réel trouble neurodéveloppementaux, c'est le pédiatre qui va être mon interlocuteur. C'est exactement la même chose pour le généraliste, parce que de plus en plus de généralistes font la partie pédiatrie. Pas toujours parfait, mais bon, ils n'ont pas le choix. Et c'est exactement pareil sur tout ce qui est... je vais être énormément en contact avec des ORL pour les vertiges, ça pas de souci. Là où on a des petits soucis, c'est avec les neurologues, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, on est sur tout le territoire. Ils ont décidé depuis un long moment qu'il fallait absolument rééduquer les paras dès le premier jour de l'AVC. Et ça, on est très très mal, parce qu'on a des ordonnances de 60 séances des neurologues. Donc là, bizarrement, on revient sur l'ophtalmo et on reste pas seul. Mais voilà le cas concret. Et ça revient sur l'histoire de l'augmentation. En fait, nous, on va être 9000 et quelques, mais en fait, nos patients, là, ceux-là, on les prend beaucoup plus. Alors, on ne veut pas faire comme les orthophonistes pendant 6 ans, hein, mais on les accompagne beaucoup plus, donc ça nous prend plus de temps, et ainsi de suite. Voilà. Oui, c'est juste pour répondre, parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure, juste pour être clair sur la façon d'éliminer la téléexpertise, ce qu'on appelle nous sauvages, celle que personne ne veut. Et il y a une solution, la seule, d'après moi, c'est l'asphyxie économique. Une téléexpertise sauvage aujourd'hui, c'est un abonnement tous les mois de 200 ou 300 euros selon le prestataire, plus après 15 euros par ordo. Si on est capable de proposer quelque chose, ou qui, moyennant peut-être un complément d'abonnement à un logiciel métier de quelques dizaines d'euros à peine, et de créer parallèlement avec la CNAM un acte de téléexpertise, ça va s'arrêter tout seul. Parce que l'opticien n'aura absolument pas intérêt à passer à autre chose. Et en plus, on contrôlera la territorialité. Donc, et on aura, je crois, un lien et un échange avec les OFTA beaucoup plus qualitatif sur le territoire et limité au territoire, et avec avec en plus quelque chose qui fera des économies à tout le monde. Le seul moyen pour moi, c'est quelque chose de qualitatif, d'économique, et c'est pour ça que je travaille avec vous pour essayer de trouver une solution technique. Mais avant d'aller chercher les protocoles, il faut la solution technique. Si on ne trouve pas la solution technique, on n'aura rien.
Oui, je pense aussi, il y a un élément important, il faudrait qu'on arrive à isoler les ordonnances en question, parce que là, c'est noyé dans le... Donc il faudrait que tout ce qui est les ordonnances qui sont faites en l'absence de la présence physique de l'ophtalmo soient repérées par un logo, par une... Comme ça, si on voit que je sais pas, un ophtalmo fait 15 000 ordonnances dans l'année, qui sont présents en présentiel, mais il va falloir qu'on lui pose des questions quand même. Il y a un an, j'ai interpellé la DGOS là-dessus. Ils se sont engagés à le faire. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, nous, on est capable aujourd'hui de voir sur un opticien la provenance des ophtalmos et si en masse, parce que clairement, la téléexpertise, tout ça, c'est pas l'ophtalmo local. Ça, souvent, dans le sud de la France ou ailleurs. Ils se sont engagés, il n'y a rien de fait. On va devoir clôturer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Parce qu'il faut quand même que vous puissiez manger pour quelques-uns. Reprise à 14h pile. Voilà. J'espère que les jeunes de Start of Ta vous auront laissé à manger. Merci à tous. Je vais donner à Vincent. On s'était engagé à vous faire, vous savez, on a des problèmes. Simplement, on a des problèmes, par exemple, sur certaines ordos, et notamment de contacto. Et on prend des indus, les clients prennent des indus parce qu'il manque des éléments, par exemple, sur leur dos. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit travail complètement informel qu'on va transmettre avec, juste pour rappel, ce qui doit figurer clairement sur les ordos, comme toutes les indications qui doivent figurer, de façon à avoir moins de problèmes d'indus. Aujourd'hui, on commence à avoir, on a régulièrement des problèmes d'indus parce qu'il manque une info, et comme l'OCAM arrive à avoir accès à l'ordo, alors qu'elle devrait pas, mais elle arrive à avoir accès à l'ordo, eh bien, elle refuse le remboursement aux patients. Donc, c'est simplement, on va transmettre ça à Vincent qui vous le diffusera ou pas. Il fera Normalement, ce qu'il veut, vous l'avez dans la ROF, mais on pourra le remettre. Et c'est bien qu'effectivement, on voit bien qu'on est tous en train de se coordonner pour que ça se passe bien. On n'a pas parlé d'un sujet, c'est les verres freinateurs qui sont actuellement une usine à gaz pour un fabricant qui a mis en place quelque chose, malheureusement sans les professionnels, et qui est extrêmement compliqué pour vous comme pour nous. Donc on va essayer de structurer, c'est bien qu'on le structure ensemble. Merci beaucoup en tout cas.